je ne veux pas me mettre en opposition avec l'Académie française, mais je suis pour aussi dire, cher ami, aux dames. Je vous remercie de votre présence. Vous avez remarqué depuis de longues années, et puis ces derniers temps, la diversité de nos conférences. Par exemple, depuis le début septembre, Résistance au fascisme en Grèce, par Paul Lezière. Ensuite, La science est-elle soluble dans la démocratie, par Henri-Marc Leblanc. L'école de Nice, ça on a rajouté cette conférence, on a eu cette opportunité avec un grand succès. Sur l'école de Nice avec les artistes Miguel et Chamberlain et Raphaël Monticelli, critique d'art. Ensuite, il y a une dizaine de jours, le sport et le cinéma avec Julien et Gérard Camille. En même temps, nous avons tenu un colloque sur la Révolution de 17 toute une journée, un samedi au Clash, pour ceux qui connaissent, à Nice. Et la continuité de nos conférences, de tout ce que je viens de vous citer, ce soir, donc, ça va être sur les paradis fiscaux, c'est très d'actualité. Je vous informe quand même, pour jeudi 23 novembre, la rencontre avec les salariés de Fralib, une lutte autogestionnaire. L'action des salariés a fait plier une multinationale Unilever qui voulait transférer l'unité de conditionnement du thé éléphant de Gimnos en Pologne. Le fameux thé tisane, 1336 jours de lutte, d'occupation de leur entreprise. Produit qui sera en vente sur la place Garibaldi ce même jour. Et la dernière conférence de l'année 2017, ce sera Trump et Sanders, les USA, aujourd'hui par Christophe Deroubé. Le programme du premier semestre 2018 sera à votre disposition à partir de mi-décembre. Ce soir, donc, nous avons la conférence sur les paradis fiscaux, qui, alors, comme je disais tout à l'heure, est très d'actualité. Donc, par Éric Bocquet, sénateur du groupe communiste, Alain Bocquet, député honoraire communiste, qui se sont attaqués à la finance mondiale avec la sortie de leur livre « Sans domicile fiscal », que vous pouvez obtenir, donc il nous reste quelques exemplaires, sur place, et aussi, si on n'en a plus, par correspondance. Donc ce soir, dans une situation vraiment très animée à ce sujet, je vais laisser la parole aux deux frères Bocquet qui vont nous présenter et faire leur exposé. Bien entendu, les portables. Voilà. N'oubliez pas de rallumer les portables à la sortie de la conférence. Voilà, je vous remercie et donc la parole est aux frères Bocquet. Bien, bonsoir à tous, tout le monde m'entend bien? Bien, très content d'être là aujourd'hui. Je me suis dit vraiment que les Niçois savent faire de la pub pour promouvoir un événement. Quand je vois que vous avez mobilisé 95 médias mondiaux, une émission de télévision mardi soir, Cash Investigation, franchement, je me dis, vous êtes très très fort, c'est magnifique cette publicité. Alors on n'y peut rien. Mais dans le même temps, ces révélations de cette semaine sont un exemple de plus dans la longue litanie des scandales qui ne sont plus des révélations. Les journalistes me disent, est-ce que vous êtes surpris? Non, malheureusement non. C'est un exemple de plus dans la longue litanie des scandales révélés ces dernières années. On peut les citer, il y a eu la liste HSBC, vous vous souvenez, avec Hervé Falciani d'ailleurs. C'est lui qui avait déclenché tout cela et permis tout cela. L'affaire UBS, Offshore Leaks en 2013, l'affaire Cahuzac, Crédit Suisse, Footleaks, SwissLeaks, LuxLeaks, Panama Papers en avril 2016 et aujourd'hui Paradise Papers et demain, on en aura d'autres. Parce qu'on est bien devant un système, ce n'est pas un dysfonctionnement de l'économie libérale mondiale, non, c'est le cœur de la machine finance auquel on est confronté avec ces révélations successives. Alors on était loin d'imaginer il y a quelques années, Alain et moi, que ça nous amènerait à tout cela, ce travail passionnant qui a complètement changé notre vision du monde, de l'économie et de la finance. Alors, ce travail a commencé avec de commissions d'enquête au Sénat. Moi, je suis sénateur depuis 2011,
élu en septembre 2011, et je me suis retrouvé en janvier 2012 rapporteur d'une commission d'enquête sur le sujet de l'évasion fiscale. Je ne savais même pas ce que c'était une commission d'enquête, évidemment. Moi, dans ma vie, j'étais enseignant, professeur d'anglais. Cela dit, l'anglais m'aide beaucoup pour comprendre la finance. Les anglo-saxons sont les champions du monde. Et donc, ils ont aussi imposé leur langue. Et ce n'est pas par hasard qu'en finance, on parle beaucoup l'anglais. Ce n'est pas anecdotique, c'est pas fortuit. Alors, le groupe communiste, en 2012, propose donc la création d'une commission d'enquête au Sénat sur ce sujet de l'évasion fiscale. Vous savez que chaque année, les groupes parlementaires peuvent faire une proposition de création d'une commission d'enquête sur un sujet sur lequel le groupe veut investiguer. Il y en avait une sur le médicament, là, dont j'ai oublié le nom. Le Mediator. Voilà, le Mediator, et sur la pollution atmosphérique, voilà, on propose une thématique. Donc une commission d'enquête se réunit pendant 6 mois, rassemble une vingtaine de sénateurs de toutes les sensibilités. Et comme c'est notre groupe qui avait proposé la création de cette commission d'enquête, je me suis retrouvé à être nommé rapporteur de la dite commission. Et par tradition, le président était un sénateur de l'opposition de l'époque, parce qu'il y a eu 3 années où le Sénat a été à gauche. Ça n'a pas duré longtemps, pour des raisons qu'on sait, mais il y a eu une fenêtre où, pendant 3 années où le Sénat est passé à gauche, avec une majorité de gauche, et c'est sans doute pour cela aussi que cette commission d'enquête a pu voir le jour. Alors pourquoi cette commission d'enquête? On avait un objectif double en tête, et là aussi l'actualité nous ramène directement au cœur du sujet. La première idée, c'était évidemment de tordre le cou à l'idée selon laquelle il n'y aurait plus d'argent dans nos sociétés pour financer le modèle social, le logement, l'école, la santé, tout ce qui fait qu'on vit dans un monde civilisé. Et je veux dire que de ce point de vue-là, on n'a pas été déçus, vous le verrez dans quelques minutes. Et la deuxième idée, c'était aussi de remettre en place un peu la vérité par rapport aux fraudeurs. On nous jette en pâture souvent les fraudeurs aux allocations, au RSA. Hein, ça existe. Je crois que ça coûte 600 millions par an. C'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Toubon. Le défenseur des droits a sorti un rapport au mois de septembre là-dessus, sur la fraude sociale. Et il a fait le lien avec l'évasion fiscale, M. Toubon, dans son rapport. Donc 600 millions de fraude sociale, alors oui, ça existe. Hein, le RSA, c'est 472 €, je crois. On ne vit pas avec ça, quoi. Hein, on ne vit pas avec ça. Et l'évasion fiscale, ben, c'est entre 60 et 80 milliards d'euros chaque année qui manquent au budget de la République. Donc on n'a pas été déçus. Et cette semaine-là, on a donc les affaires Paradise Papers qui nous montrent qu'effectivement il y a beaucoup d'argent. Parce que là, quand je dis beaucoup d'argent, on est loin d'imaginer ce que ça peut être. Parce que là, on parle d'un seul cabinet, Appleby, dans un paradis fiscal, les Bermudes. Mossack Fonseca, les Panama Papers en avril 2016, c'était un cabinet, Mossack Fonseca, dans un paradis fiscal de Panama. Si on considère qu'il y a 40, 50, 60 territoires dans le monde qu'on peut considérer comme des paradis fiscaux, si on considère qu'à Chypre, avec tout le respect qu'on a pour le peuple chypriote, il y a 20 000 avocats fiscalistes à Chypre. 20 000. C'est pour vous dire l'ampleur du truc. On n'est pas au bout du bout. Hein. Et donc, on a ça cette semaine, et ce matin, le Secours catholique publie son rapport sur la pauvreté en France. 88 pages, absolument saisissant, édifiant, qui nous montre que la pauvreté, elle aussi, augmente, s'aggrave, s'enquiste de la société. Et puis voilà. Donc cette semaine, on a eu le raccourci de l'état du monde aujourd'hui. Les milliards et la pauvreté. Dans notre pays, 5e puissance du monde, 9 millions de gens vivant sous le seuil de pauvreté, le scandale des scandales. Et tout ça serait fatal. Et tout ça serait légal. Alors voilà, donc cette commission d'enquête se met en place. Une commission d'enquête, comment ça fonctionne? Ce sont essentiellement des auditions. Des auditions au Sénat. On a auditionné 130 personnes au total, parce qu'on a fait une deuxième commission d'enquête en 2013, tellement le sujet était passionnant. D'ailleurs, pour l'anecdote, au début des travaux, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant 6 mois? Qu'est-ce qu'on va faire pendant 6 mois? Et à la fin de la première commission d'enquête, oh là là, il faut continuer, parce qu'on a effleuré la surface du truc. Et donc on a fait une deuxième commission d'enquête en 2013. Donc ça veut dire qu'on a eu 1 an de travaux, auditionné 130 personnes, on a fait quelques déplacements. Alors soucieux que nous sommes des deniers de la République, on n'est pas allé aux Bahamas ou aux Bermudes. Hein. Ah non, on est allé en Belgique. Ah oui, on est du Nord, je suis à 20 km de la frontière. On est allé à Jersey quand même, petite escapade anglo-normande, 20 km du Cotentin, hein, c'est pas loin non plus. On est allé à Londres, évidemment, et on est allé en Suisse, où l'accueil ne fut pas des plus chaleureux, je ne vous le cache pas. On est allé en Suisse, c'était le 21-22 juin 2012. Et on a été
canardé à boulet rouge. La couleur n'est pas de moi, c'est l'expression. On était 3 sénateurs, 2 socialistes, puis moi le communiste. J'assure que c'était un peu tendu dans la presse et tout. On était attendus comme le loup blanc, entre guillemets. Et on avait demandé à rencontrer des parlementaires suisses membres de la commission des finances pour avoir un échange sur le sujet, courtois. Et ils nous ont dit non, 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 il n'est pas question qu'on rencontre ces parlementaires français qui vont venir en Suisse nous donner des leçons. Ils n'ont qu'à regarder ce qui se passe chez eux, ça suffit. Voilà. Donc ça s'est passé comme ça. Donc 4 déplacements et des travaux extrêmement intéressants, des auditions de syndicalistes, de banquiers, d'avocats fiscalistes, le PDG de la BNP Paribas. Alors moi j'étais sénateur depuis 5-6 mois. Quand vous avez en face de vous le PDG de la BNP Paribas, Bauduin Pro, on n'emmène pas large, hein, on dit bonsoir. La BNP Paribas, elle pèse 2000 milliards d'euros dans son bilan consolidé. C'est la plus grande banque d'Europe, donc a fortiori la première banque française. Voilà, donc M. Bauduin Pro, représentant la BNP Paribas, pèse autant que le PIB de la France, pour donner un peu l'échelle. Hein, la France, nous tous, on produit 2000 milliards d'euros chaque année en richesse. Voilà, donc on a auditionné Laurence Parisot à l'époque, le MEDEF, quelques PDG, M. de Margerie, ex-Total, bon, qui est maintenant décédé, paix à son âme, on l'avait auditionné. Je me souviens une anecdote pendant l'audition. Il a demandé à sa secrétaire combien il gagnait. Je vous jure que c'est vrai. On l'a interrogé là-dessus, je ne sais plus comment est venue la question. Il s'est retourné vers la secrétaire. Combien je gagne, madame machin? Puis il a répondu, je ne sais plus, 2 millions d'euros, monsieur le président, plus quelques stock options, machin. Ah bon, ben voilà, vous avez la réponse. Ça s'est passé comme je vous le dis. Hein. Donc de grands moments, de très grands moments, des ONG. On a auditionné ATTAC, le CCFD, Terre Solidaire, l'une des plus belles auditions que j'ai eues, parce qu'ils font un travail depuis des années sur le sujet. Ils ont un niveau d'expertise absolument remarquable. Ils ont remis des documents, des gens bien construits dans leur tête, et on a compris plein de choses. Et donc l'indignation a cru au fil des auditions, tellement c'était gros, tellement c'était scandaleux, et tellement c'était révoltant. Et notre indignation, à l'heure où nous vous parlons, est absolument intacte. Donc les révélations de cette semaine, ça confirme tout ça. Alors on a fait 3 constats essentiellement. Premier constat, évidemment, sur les chiffres. On en a beaucoup de chiffres en ce moment, mais on est tombé d'accord, on a fixé une fourchette, parce que par définition, il n'y a pas de registre officiel de l'évasion fiscale. Même si c'est légal. Alors, pour la France, chaque année, on estime qu'il y a une perte fiscale, de rentrée fiscale dans le budget de la République, comprise entre 60 et 80 milliards d'euros. Eh bien, c'est pile poil le déficit annuel de la République française. D'accord? Chaque année, l'an dernier, on avait un déficit à 69 milliards, cette année, on annonce 70. Voilà, la fourchette. On est pile poil dans la fourchette, 60-80 milliards d'euros chaque année, par toutes les pratiques d'évasion, d'optimisation, d'évitement fiscal, etc., etc., etc. Après, il y a l'Europe. Parce qu'on nous dit, ceux qui essaient de... Personne n'approuve, mais il y en a qui essaient de justifier, de trouver des circonstances atténuantes aux fraudeurs et aux évadés. Hein, quand même, la fiscalité en France, elle est confiscatoire. C'est le matraquage fiscal, c'est insupportable. On peut comprendre que ceux qui ont beaucoup d'argent essaient d'optimiser leur charge fiscale. C'est dit comme ça. Hein. C'est dit comme ça. Or, tous les pays de l'Union européenne sont touchés. Si avec la France, peut-être qu'on pourrait se poser la question, mais non. Tous les pays de l'Union européenne sont touchés, les 28 États membres, enfin bientôt 27, puisque nos amis britanniques vont sans doute partir, mais c'est 1000 milliards d'euros, 1000 milliards d'euros chaque année que les 28 États membres de l'Union européenne perdent en matière fiscale dans leurs budgets nationaux. 1000 milliards d'euros, c'est 6 fois le budget annuel de l'Union européenne quand même. On pourrait en régler des problèmes avec ça. La question des migrants n'existe même plus là, avec ça. Et à l'échelle planétaire, il y a un économiste qui est beaucoup cité ces jours-ci parce qu'il est très pointu sur le sujet et reconnu, et Gabriel Zucman, il est français mais il enseigne à Berkeley aux États-Unis, et il a sorti un petit bouquin il y a 3 ou 4 ans, 300, c'est en 2014, qu'il a intitulé « La richesse perdue des nations », un petit clin d'œil à Adam Smith, et il a estimé que 8% de la richesse mondiale était stockée dans les paradis fiscaux dans le monde. Alors 8%, c'est pas énorme 8%, mais le PIB du monde, c'est 50 000 milliards de dollars. Donc il y a 5 800 milliards de dollars dans le monde qui sont stockés, gérés dans les paradis fiscaux en toute opacité. Donc les quelques chiffres qu'on a cette année font partie de cet ensemble-là. Donc voilà pour les chiffres, ça donne le vertige évidemment.
Hein, moi, j'étais maire d'une petite commune de 2000 habitants dont le budget de fonctionnement annuel est de 1,2 million. J'ai eu le vertige. On a commencé à parler en milliards, en centaines de milliards, en milliers de milliards, en trilliards. On parle en trilliards aujourd'hui. Hein. Donc ça donne un peu le vertige. Mais bon, voilà, on s'aguerrit, on écoute, on fait des lectures, on se forme, et puis on a un petit logiciel de militant, et un peu à la fois, les choses se mettent en place dans votre tête. Et donc, comme je dis toujours, avant j'avais des convictions, maintenant j'ai des certitudes quant à la marche du monde. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'évidemment, on ne peut pas s'évader sans un peu d'aide. Il faut des complicités, il faut de l'expertise, du savoir-faire. Eh bien, on les a, là, ceux qui savent faire tout ça, les banques, évidemment. Tout ça passe aussi par les banques. Et les banques françaises sont loin d'être les plus vertueuses, malheureusement. Elles ont des dizaines de filiales dans les paradis fiscaux. Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole. Autrefois, c'était le bon sens près de chez vous. Maintenant, c'est le bon sens à 20 000 bornes. Crédit Agricole, la BPCE, toutes ces banques-là ont des filiales dans les paradis fiscaux. La BNP, je crois, a une quinzaine de filiales aux îles Caïmans. On peut imaginer qu'il y en ait une. On a le droit de faire du business avec les Caïmans. Mais 15, à quoi ça sert? On apprend dans les Échos le 1er juillet 2014, parce que j'ai d'excellentes lectures, comme vous le voyez. Hein. Je lis l'Humanité, mais je lis les pages saumon du Figaro. Je lis les Échos pour m'informer de la bonne santé du capitalisme mondial. Et croyez-moi, ça se passe pas mal. Et le 1er juillet 2014, je lis un entrefilet à propos de la Société Générale, dont on nous dit qu'elle a une filiale aux Bermudes, qui réalise un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros avec 0 salarié. Je vous jure que c'est vrai, on peut vérifier. 1er juillet 2014 dans les Échos. Si ça, c'est pas de la compétitivité, franchement, c'est magique. 17 millions de chiffre d'affaires et 0 salarié. Société Générale aux Bermudes. Deuxième banque française, 1600 milliards de bilan. Ils sont numéro 2 sur le podium après la BNP. Frédéric Boudéa, qu'on a auditionné au Sénat, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc il faut beaucoup d'ingénierie. Donc il y a les banques, il y a les avocats fiscalistes. Hein, moi je pensais que les avocats défendaient la veuve et l'orphelin, mais il y en a dont c'est le métier d'alléger votre charge fiscale. Eux, ils appellent ça l'optimisation. Hein. C'est le mot joli, ça. Voilà, aux entreprises, aux particuliers, etc. Des cabinets d'audit et de conseil. Vous ne trouverez nulle part dans la rue une plaque sur une façade disant marchand d'évasion fiscale. Hein, non. Ce sont des cabinets d'audit et de conseil. Il y en a 4 grands dans le monde, les Big Four, on les appelle en anglais. Il y a KPMG, Ernst & Young, Deloitte Touche Tohmatsu, et j'ai oublié le 4e, excusez-moi. Voilà. PricewaterhouseCoopers, PwC. Merci, monsieur. Tout le monde suit. Hein. Ça, c'est les 4 grands cabinets d'audit et de conseil dans le monde. Plus les avocats fiscalistes, les professions du chiffre, les comptables, voilà. Tout ça, ça fait un système de tuyauterie qui permet de loger votre yacht à l'île de Man, de construire une maison, un château de 4300 mètres carrés comme Bernard Arnault au nord de Londres, sans qu'on sache qu'il en est le propriétaire, parce que ça passe par Jersey, etc., etc., aux sociétés écrans, des trusts, etc. Donc ces gens sont extrêmement puissants, extrêmement intelligents, et ils jouent de la concurrence fiscale entre les États. Voilà, c'est leur boulot. Ils connaissent ça sur le bout des ongles, et ils mettent leur savoir-faire au bénéfice des patrimoines et des grandes entreprises, évidemment. Donc ça, c'est le deuxième constat. Et le troisième constat, celui-là, il était fracassant, c'est qu'on a constaté, à Jersey, en Suisse, et malheureusement en France aussi, la très grande proximité, pour ne pas dire connivence, entre le monde de la finance et certains responsables politiques de très haut niveau. Ça vous surprend? Oui. Alors, l'effet le plus spectaculaire en France, sans lui, avec M. Cahuzac, malheureusement, je ne m'en réjouis pas, hein, ça fait un mal considérable à la République, ça. Le ministre en charge du budget, en charge de la lutte contre l'évasion fiscale, au cœur de la République, paf! Ça fait du mal, ça. Hein. On peut en citer d'autres, hein. On peut citer Juncker, M. Juncker, qui fut quelques années Premier ministre du Grand-Duché du Luxembourg. Le Luxembourg, il faisait de l'acier il y a 40-50 ans. Et maintenant, ils font de l'or. Ils ont changé de métal. Et M. Juncker a été aux manettes, Premier ministre du Grand-Duché. Il a fait des cadeaux fiscaux, qu'on appelle en anglais les tax rulings. Hein, c'est des rescrits fiscaux. C'est-à-dire qu'on dit aux entreprises combien d'impôts elles vont payer. Évidemment, elles ne vont pas payer beaucoup. Venez chez moi, vous paierez 2-3%, etc. Donc il a fait des cadeaux à Starbucks, Ikea, toutes les multinationales. M. Juncker a piqué les milliards à ses partenaires européens. À nous.
à vous tous. Et bien, M. Juncker, le capital reconnaissant, vient de le nommer président de la Commission européenne, et il dit qu'il va combattre l'évasion fiscale. Si, il l'a dit. Ah mais il est en train de s'énerver cette semaine, il est très énervé, Juncker. Il dit, c'est quoi cette histoire d'évasion fiscale? On m'a dit, non, on va faire une liste de paradis fiscaux, on va faire une liste noire, nous. Hein. Vous allez voir le 5 décembre. Mais, je vous préviens, il n'y aura pas sur cette liste, il n'y aura aucun État membre de l'Union européenne dessus. Je vous jure que c'est vrai. Audition de Pierre Moscovici mardi soir au Sénat. Il nous explique gentiment, parce que lui aussi il va combattre l'évasion fiscale, comme il ne le fit pas quand il était aux affaires au gouvernement, et il nous dit, non, non, il n'y aura pas d'État membre de l'Union européenne sur la liste des paradis fiscaux de l'Europe. Donc il n'y aura pas l'Irlande, il n'y aura pas le Luxembourg, il n'y aura pas la Belgique, il n'y aura pas les Pays-Bas, etc. On est là-dedans, hein, d'accord? Donc des complicités. Et M. Juncker a succédé à José Manuel Barroso, qui a laissé un souvenir impérissable au peuple européen, et qui n'est pas parti à Pôle emploi, il a été embauché par la Goldman Sachs. Quelques semaines plus tard, il est parti à la Goldman Sachs, la plus grande banque du monde. C'est une banque qui n'a pas d'agence, hein. C'est une banque d'affaires. C'est la plus grosse banque du monde, c'est l'Empire, on l'appelle l'Empire. Il y a 3 représentants de la Goldman Sachs dans l'administration de Donald Trump. D'accord? America First. C'est pourquoi il fait ça. Mario Draghi, celui qui signe nos billets d'euros, ex-Goldman Sachs. Mario Monti, qu'on a envoyé en Italie après Berlusconi pour remettre de l'ordre dans la maison, sans même passer par la case élection, ex-Goldman Sachs. En Grèce aussi, Samaras, on a envoyé aussi un ancien Goldman Sachs en Grèce pour faire le ménage, remettre les maisons en ordre. On voit ce qu'ils ont fait. Et la Goldman Sachs, cette banque-là qui a menti sur les comptes de la Grèce avant son entrée dans l'euro, au début des années 2000, c'est eux qui ont fait l'audit en disant c'est bon, la Grèce peut rentrer dans l'euro, il n'y a aucun problème. Voilà. Voilà ce que c'est que ce monde cynique qui après fait payer la crise au peuple, l'austérité, etc. Vous connaissez ça par cœur. Donc voilà, les 3 constats qu'on a faits sont ceux-là, et déjà ça en dit long. Alors qu'est-ce que c'est qu'un paradis fiscal? Parce que, je vous dis, on est allé en Suisse, l'accueil était un peu tendu, avec certains, on a rencontré des amis, mais on a... Comment? Oui, il y avait un article de presse dans un quotidien suisse, je ne sais plus lequel, qui nous désignait du terme de gestapiste. Sénateur gestapiste, quand on connaît le rôle d'une certaine Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, d'accord, la récupération de l'or dans les camps de la mort, qu'on faisait fondre pour mettre des lingots et mettre la croix suisse dessus, les camions de la Wehrmacht, c'est Ziegler qui nous a raconté ça, l'excellent Ziegler qui a préfacé notre bouquin, il racontait que les camions de la Wehrmacht quittaient le sol allemand pour rapatrier l'or des Juifs dans les camps, les bijoux, les dents, pour aller faire fondre ça dans les banques suisses, pour en faire des lingots. C'est ça, hein? C'est ça. Et il racontait de Ziegler qu'un jour, il y avait un... Hitler voulait bombarder la Suisse, puis il bombardait tout le monde, lui. Et il y a un général, je ne sais plus lequel, Göring, enfin l'un des grands dignitaires du nazisme, qui dit « Non, 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 chancelier, non, faites pas ça, c'est notre banque. » Alors la Suisse, qui nous désigne, nous, du terme de sénateur gestapiste, franchement, ça en dit long. Mais c'était comme ça. Donc, on devrait déjà se mettre d'accord pour dire ce que c'est qu'un paradis fiscal, parce que personne, aucun pays ne se revendique de ce titre. Hein. D'ailleurs, sur la liste française des paradis fiscaux, il y a 7 pays dessus. Je pensais qu'il y en avait 9, il y en a qui ont disparu. De mémoire, il y a le Botswana, eh oui, on ne rit pas, le sultanat de Brunei, les îles Marshall, il y avait les îles Vierges britanniques, mais elles ont été retirées. 2 petites îles du Pacifique, donc j'ai découvert, j'ai fait aussi de la géographie, c'est une expérience formidable, j'ai l'impression d'être à l'université au Sénat. Une petite île qui s'appelle Niue, et l'autre c'est Nauru, dans le Pacifique, pas mal de Nouvelle-Zélande, vous regarderez. Et on a rétabli en catastrophe en avril 2016 le Panama. Parce que quand les Panama Papers ont éclaté, on s'est dit merde, le Panama n'est même pas sur notre liste. Je vous jure que c'est vrai. Le Panama a été retiré de la liste française à la fin du quinquennat de M. Sarkozy, 15 jours avant la présidentielle, parce qu'une grande entreprise française venait de gagner un marché de construction du métro de Panama City. Donc ça faisait un peu tâche de faire des affaires avec un paradis fiscal. Donc on a retiré le Panama et le tour est joué. Paf, les Panama Papers éclatent quelques années plus tard et on se rend compte que le Panama n'y est pas. Oh là 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 là. Donc on l'a rétabli rapidement. C'est tout. Voilà la liste française des paradis fiscaux. Les Bermudes dont on parle cette semaine là ne figurent pas sur la liste française des paradis fiscaux. D'accord? Donc ça c'est la liste française. Après il y a la liste de l'Union européenne, il y a une trentaine d'États.
Et après, il y a la liste du GAFI. Le GAFI, c'est un groupe d'action financière, c'est le G20. Parce que le G20 aussi a mené la lutte, dans les mots. Vous vous souvenez Sarkozy, en avril 2009, à Londres, au lendemain du sommet du G20 de Londres, les paradis fiscaux. Merci. Vous êtes très concentrés. Et puis voilà, et puis ça n'a pas terminé, ça n'est jamais fini, ça c'est des mots, et donc sur cette liste de GAFI, il y a 52 États. Donc on n'est même pas tous d'accord pour remplir une liste unique internationale des pays auxquels il faudrait s'intéresser. Il faudrait donc commencer par ça. Donc qu'est-ce que c'est qu'un paradis fiscal? Il n'y a pas 50 critères, il y en a 4-5. Le premier critère, évidemment, c'est le critère fiscal. Fiscalité faible ou nulle. À Jersey, c'est 0. Parce qu'on a le droit d'avoir des actifs à Jersey, ou à Guernesey, on a le droit, mais il faut le signaler à son administration fiscale. Pensez bien que si vous allez vous installer à Jersey incognito, vous n'allez pas écrire à Bercy « Attention, je suis à Jersey ». Enfin, on se fiche de nous. Donc 0% Jersey, Bermudes 0%. Voilà. Les Bermudes qui sont aussi d'ailleurs l'aboutissement des profits du groupe Uber, les taxis là, dont le siège est à San Francisco, j'en parlerai tout à l'heure. Ils envoient leurs profits aux Pays-Bas et ensuite ils vont aux Bermudes. Voilà. Et donc les Bermudes ne sont pas sur notre liste. Donc voilà, fiscalité faible, un système juridique extrêmement léger. Pour ouvrir un commerce en France, il faut quelques mois de formalités, des papiers, des dossiers, des registres, des déclarations, etc., etc. À partir de cet iPhone, je peux vous faire l'expérience d'ouvrir une société aux îles Vierges britanniques et un compte en banque en quelques minutes. Bon, je ne le ferai pas, mais je pourrais le faire. Il y a un site comme SFM Offshore, je l'ai fait d'ailleurs pour m'amuser. Je ne suis pas allé jusqu'au bout, évidemment. Vous imaginerez la tête que j'aurai aujourd'hui. Le sénateur Bocquet, société offshore aux îles Vierges. Terminé, je suis mort. Donc j'ai rempli le questionnaire, SFM Offshore, vous ferez l'expérience chez vous. J'ai désigné ma fille comme gestionnaire de la société. Il ne faut pas lui en parler, le pauvre. Elle s'appelle Adeline Bocquet, donc j'ai mis son nom. J'ai inventé un nom de société, je l'ai appelé Asset Off, parce que asset en anglais c'est un actif, et off comme offshore. J'ai inventé un nom. J'ai choisi les îles Vierges britanniques, là j'ai mis mon nom, mon adresse, machin. J'envoie le formulaire par internet. J'ai une réponse 2 jours après. Cher Monsieur Bocquet, nous avons bien pris connaissance de votre demande, nanana. Nous vérifions que cette société n'existe pas déjà et reviendrons vers vous dans les meilleurs délais. Il vérifie, le lendemain j'ai un nouveau mail. Cher Monsieur Bocquet, nous avons le plaisir de vous informer que vous pouvez créer votre société, elle n'existe pas. Envoyez-nous donc une photocopie de votre passeport, un scan, ainsi qu'un chèque de 2000 €, je crois, 2000 €. Et je me suis arrêté là, bien sûr. Mais si j'avais continué, j'aurais pu aller jusqu'au bout, et Bercy n'en aurait jamais rien su. Enfin, peut-être que le sénateur communiste l'aurait peut-être su quand même. Et donc, j'ai été relancé par un mail le surlendemain. Cher Monsieur Bocquet, nous n'avons pas reçu votre passeport, nanana. Et j'attends, je ne réponds toujours pas, et je suis relancé 3 jours plus tard. Cher Eric, je faisais partie du cercle, vous voyez, voilà, j'étais intégré. Voilà, donc ça s'est arrêté là, mais c'est pour vous dire à quel point c'est facile. Et des sites comme ça, vous regardez sur un moteur de recherche, celui que vous voulez, parce que je ne vais pas nommer l'autre là, offshore, société offshore, vous en aurez des dizaines et des dizaines, vous n'avez que l'embarras du choix. Voilà. Donc système juridique extrêmement léger, fiscalité faible. Tout à l'heure, je parlais de connivence entre le politique et la finance. Ben là, c'est les mêmes. C'est les mêmes personnes qui gèrent les uns et les autres. Je regardais ce matin, je lisais le Monde, forcément, l'opacité des trusts à Jersey, les parlementaires à l'île de Man, à Malte, là, où on peut immatriculer les yachts, par exemple, sont les mêmes qui gèrent les sociétés offshore, quoi. Ils sont élus et gérants de sociétés offshore, c'est les mêmes personnes. Donc là, c'est plus de la complicité, c'est de la consanguinité. C'est les mêmes personnes. À Jersey, c'est pareil. À Jersey, les parlementaires de Jersey, il y a des sénateurs, des députés et des connétables comme au Moyen-Âge. Quand je suis allé à Jersey, j'avais l'impression d'être un peu dans Retour vers le futur. J'ai rencontré le bailli de Jersey. Je n'ai pas vu Robin des Bois, mais j'ai vu le bailli. Et voilà, et donc une cinquantaine de parlementaires, députés, sénateurs, connétables, et qui sont tous issus des entreprises de gestion de trust, la banque, la finance, on est dans l'entre-soi, quoi. Donc il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. C'est un peu ce qu'on vit en ce moment en France. On nous dit qu'il n'y a plus de droite, qu'il n'y a plus de gauche. Il paraît. Le monsieur l'Élysée nous explique ça tous les jours. Bon, c'est fini ce temps-là. Non, c'est pas fini.
Donc voilà, donc là c'est la connivence assumée, et en Suisse, les parlementaires suisses ne sont pas indemnisés. Ils sont bénévoles et philanthropes. Mais ils sont tous, pratiquement, dans les grandes administrations, dans les conseils d'administration des grandes banques suisses. UBS, Crédit Suisse, Julius Baer, etc., etc. Donc c'est même pas la peine de les rémunérer. Hein, ce serait l'argent de poche. Donc voilà le contexte un peu. Donc c'est ça un paradis fiscal. Et puis, le quatrième critère, évidemment, c'est aucune communication. Aucune... Alors, eux, ils appellent ça la confidentialité. Et en français, ça veut dire opacité. Non, mais c'est confidentiel. Voilà. Donc voilà, c'est ça un paradis fiscal. C'est que ça. Alors, un peu de géographie pour terminer mon préambule. Cinquantaine, soixantaine de territoires, en gros, qu'on devrait pouvoir classer dans cette catégorie des paradis fiscaux. 3 zones. La zone Caraïbes, Amérique. Les Caraïbes, ça fourmille, hein, les paradis fiscaux, les anciens confettis de l'ex-empire britannique, du temps de la grande époque victorienne, à l'époque où le soleil ne se couchait jamais sur l'empire britannique. C'est Kipling qui disait ça. Voilà. Et donc ils ont gardé des petits morceaux, indépendants mais pas trop, les îles Vierges britanniques, hein, vous avez les Caïmans, vous avez la Barbade, les Bermudes, les Caïmans, c'est juste au sud de Cuba, les Caïmans. La capitale des îles Caïmans, c'est Georgetown. Il y a un immeuble dans cette ville qui s'appelle Uglam House, un immeuble de 5 étages, qui est le siège de 12 748 entreprises. Alors, Obama, en 2008, avant de devenir président des États-Unis, il était sénateur, il s'était intéressé à ce sujet, et avec beaucoup d'humour, hein, il a beaucoup d'humour, il a dit, il y a un immeuble aux Caïmans, de 5 étages, qui abrite le siège de 12 748 entreprises. Écoutez, soit c'est le plus grand immeuble du monde, soit il y a un problème d'évasion fiscale. Tout le monde a compris évidemment de quoi il voulait parler. Effectivement, c'est une adresse fictive, une plaque de Microsoft, des grands groupes américains pour l'essentiel, qui ont une adresse au Caïman dans cet immeuble. Il n'y a pas de salariés, il n'y a pas de bureau, il n'y a rien. C'est une adresse fictive. C'est ça. On est dans le monde du possible dans l'évasion fiscale. Donc les Caïmans, c'est ça. Et il y a beaucoup de yachts, si vous allez à Antibes, pas loin de chez vous, là, qui sont immatriculés aux Caïmans. À, je ne sais pas, 12 000 bornes d'ici. Ben, posez-vous la question, pourquoi ils sont immatriculés là-bas? Ben, vous avez la réponse cette année, cette semaine, dans les révélations qui nous viennent, là, parce que ça ne coûte rien. Voilà. Donc les Caïmans, voilà, donc les Caraïbes, il y en a beaucoup. Et sur le sol américain, vous en avez également. Les Américains sont toujours ambivalents. Les Américains, c'est quand même l'empire du libéralisme, les Américains. Hein, voilà. Et il y a 3 États américains qui sont des paradis fiscaux. Le Nevada, Las Vegas, les casinos, l'argent, hein, vous avez compris. Le Wyoming en est un autre, et le Delaware. Un petit État sur la côte Est, le Delaware, je crois qu'il y a 930 000 habitants et 1 100 000 sociétés enregistrées dans le Delaware. Pour des raisons fiscales et juridiques. Donald Trump et Hillary Clinton, d'ailleurs, tous les deux sont propriétaires de sociétés enregistrées dans le Delaware, qui est un paradis fiscal. 50% des entreprises cotées à la bourse de New York, à Wall Street, ont leur siège dans le Delaware pour des raisons fiscales. L'Olympique de Marseille, on n'est pas très loin de Marseille ici, a été racheté il y a 3-4 ans par Frank McCourt, un milliardaire américain. Vous avez suivi ça? Eh bien, il a créé une société, une holding, implantée dans le Delaware. Le stade Vélodrome est toujours à Marseille, la Canebière est toujours à la Canebière, mais la gestion administrative financière de l'OM se fait dans le Delaware. Alors peut-être qu'un jour, il y aura un OM Leaks, où on apprendra, je ne sais pas, hein, peut-être que je m'avance. On dira, tiens, mais l'OM ne paye pas beaucoup d'impôts en France. Comment ça se fait? On verra. J'espère que ce ne sera pas vrai, mais on verra. Voilà, donc la zone Amérique-Caraïbes. En Europe, on a ce qu'il faut en Europe. Hein. L'Irlande, l'impôt aux sociétés en Irlande, c'est 12,5. D'accord, mais c'est l'Union européenne quand même. Hein, ici à Monaco, qui n'est pas très loin. C'est pas l'Union européenne, Monaco, mais voilà, il se passe pas mal de choses. Il y a la Suisse qui n'est pas l'Union européenne non plus. La Belgique, c'est l'Union européenne. Il n'y a pas d'ISF, pas de droit de succession. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas, eux, leur spécialité, c'est les sièges des holdings. La holding Renault-Nissan a son siège aux Pays-Bas pour des raisons fiscales. Il y a même des groupes dans lesquels l'État français est actionnaire, même parfois majoritaire. Je pense à Areva, ERDF, voilà, ont leur siège aussi
ils ont des entités aux Pays-Bas, pour des raisons fiscales. Après, vous avez le Liechtenstein, évidemment, ce petit machin Liechtenstein, là, aux confins de l'Allemagne, de la Suisse et de l'Autriche. L'Autriche aussi. Donc en Europe, on est bien pourvu, plus les îles anglo-normandes. L'île de Man, on vient d'en parler. Je crois que beaucoup de gens ont découvert l'existence de cette île, entre l'Irlande et l'Angleterre, l'île de Man. Ben voilà, il se passe des choses là aussi, les yachts et compagnie. Donc l'Europe est bien pourvue. Après, vous avez la zone Asie, qui est la zone qui monte. Alors l'Asie et le Moyen-Orient, Dubaï, ça monte pas mal. Dubaï, ça monte pas mal. Vous avez les Seychelles dans l'océan Indien, et puis vous avez Singapour et Hong Kong, où on est un peu moins regardant, quoi. Hein? Ailleurs, ça commence à bouger un petit peu. On est très très loin du compte, évidemment. Mais là-bas, à Singapour, on ne regarde pas trop d'où ça vient l'argent, qui est propriétaire, qui est destinataire, d'où l'origine des fonds. D'ailleurs, le compte de Cahuzac, souvenez-vous, quand il a été fermé à Genève, il a été transféré à Singapour. Et je me souviens, à Jersey, on avait rencontré le gendarme de la finance de Jersey, gendarme plutôt tendance Cruchot, hein, gentil, hein, pas très méchant. Il s'appelait John Harris, je me souviens de ce monsieur. Et la spécialité de Jersey, c'est les trusts. Hein, on en parle beaucoup cette semaine. Hein, les trusts, c'est un concept de droit anglo-saxon qui correspond à fiducie en français. C'est-à-dire que ça remonte à l'époque des croisades, au Moyen-Âge, c'est vous dire si c'est récent. Quand les croisés partaient conquérir le Saint Graal ou défendre Jérusalem, ils partaient parfois plusieurs années, et pendant cette absence, ils confiaient la gestion de leurs biens à un ami en qui ils avaient confiance, d'où le mot trust. Un trust, c'est la confiance, au bénéfice de ses héritiers, des enfants, etc. C'est ça un trust. C'est un accord de gré à gré entre deux personnes. Voilà, tu gères mon bien au bénéfice de telle personne pendant mon absence. Voilà, je te fais confiance. Et donc ça a perduré au fil des siècles. Donc Jersey, eux, ils gèrent les trusts. Ils ont, je ne sais plus combien de boîtes, de 200-300 qui gèrent des trusts, chacune en gère 1000 ou 1500, ça fait 200-300 000 trusts à Jersey, et j'ai vu le chiffre dans Le Monde ce matin, 455 milliards d'euros gérés par les trusts à Jersey. C'est plus que le budget de la France. C'est plus que le budget de la France. Alors qu'en Jersey, on a rencontré des responsables, donc John Harris, et je lui ai dit, est-ce que vous êtes arrivé un jour de refuser la création d'un trust? Ah, il dit oui, ça m'est arrivé. Ah, ça m'intéresse. Dites-moi en plus, monsieur Harris. Ah oui, oui, on a eu un jour affaire à des Japonais qui voulaient ouvrir un trust chez nous, mais on a bien compris que l'argent qu'ils nous confiaient avait des liens étroits avec la criminalité au Japon. Et donc on a refusé la création du trust. Ah bon? Bah, écoutez, et qu'est-ce qu'il est devenu? Bah, ils sont partis à Singapour. Et ça s'est réglé comme ça. Alors on a rencontré un sénateur aussi à Jersey, Philippe Baylash, je me souviens de son nom. Et quand on disait à son endroit, à Jersey, paradis fiscal, oh là là, attendez, monsieur le sénateur, avec courtoisie, hein, nous ne sommes pas un paradis fiscal à Jersey. Nous sommes une place financière offshore internationale. Ça a de l'allure quand même. Donc voilà, donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, mais tout ça circule, tout ça est révélé, et justement, heureusement, qu'il y a les journalistes, les lanceurs d'alerte, les ONG qui bossent là-dessus, quelques plus élus politiques, mais par rapport au chantier qu'il y a mené, il faut vraiment y aller. Donc voilà les constats qu'on a faits, voilà en gros ce que c'est qu'un paradis fiscal, qu'on arrête de nous raconter des histoires, et un peu de géographie pour terminer, et je passe la parole à mon frère. Voilà. Bien, bah écoutez, dans le prolongement de ce que vient de dire Eric, d'abord heureux d'être ici avec vous ce soir à Nice, heureux de cette rencontre. Nous en sommes à la presque 70e débat de ce genre. Nous avons parcouru 38 départements, réuni plus de 9000 personnes. Et notre livre, qui devait être vendu, selon notre éditeur, à hauteur de 3500-4000, est maintenant au-dessus des 11 000 livres vendus dans le pays. Alors, pourquoi j'ai été embarqué aussi dans cette affaire des paradis fiscaux? Moi qui ne suis pas du tout amateur, je suis plutôt de la tendance crasue, je ne sais pas lire un chèque. Tout simplement parce que quand j'ai installé la commission des affaires étrangères, les commissions il y a un peu plus de 5 ans, puisque j'ai quitté mon mandat de député après 39 ans de loyaux service, s'installent les commissions, et dans les commissions à l'Assemblée, donc j'étais à la commission des affaires étrangères, nous étions deux avec Assensi, se répartissent la feuille de route pour la durée de la mandature, et c'est fait en fonction de la proportionnalité des groupes. Et il
y a donc des missions, des commissions, des rapports qui sont attribués à des députés de tous bords. Et curieusement, quand la présidente, qui est autre qu'Elisabeth, pas la reine Elisabeth, mais Elisabeth Guigou, elle fait l'annonce de ce qu'a décidé le bureau, et le groupe GDR, groupe des communistes, rien, que dalle. Alors j'ai quand même quelques années d'ancienneté, je rentre au groupe, je dis à mon président André Chassel, ça commence très bien, l'union de la gauche, pour la nouvelle mandature, on ne nous a rien défilé. Et je dis c'est pas acceptable, on entend parler du pays. Alors évidemment, connaissant mon tempérament, il s'est précipité, et le soir même, je reprenais mon train à 17 h à la gare du Nord, j'ai un coup de fil affolé d'Elisabeth, qui me dit « Alain, c'est un oubli fâcheux, alors que le bureau avait délibéré. Tu prends n'importe quoi, tu choisis, mais tu dois me donner la réponse aujourd'hui parce qu'on va le glisser dans le compte-rendu. » Alors je suis sur le quai de la gare, dans le brouhaha, et ben je dis « Écoute, c'est très simple. Mon frère, il a fait 2 rapports sur les paradis fiscaux, j'aurais moins de boulot. Je prends les paradis fiscaux. » Et un peu, comment ça se passe? Voilà comment ça s'est passé. Et donc, me voilà embarqué dans le système. La semaine suivante, rebelote à la commission. Elisabeth me demande de venir la voir 10 minutes avant. Elle dit, j'ai un petit problème. Bon, tu sais que... Alors nous, c'était pas une commission d'enquête. Hein. J'ai fait d'autres commissions d'enquête à l'Assemblée sur d'autres sujets, sidérurgie, etc. C'était une mission d'information. Ça n'a pas la même autorité, mais ça a à peu près les mêmes façons d'investiguer. On est allé en Suisse, enfin voilà. Et elle me dit, voilà, dans le principe, c'est que c'est un gars de gauche, de la majorité, et un gars de droite. Mais elle me dit, personne ne veut travailler avec toi. Et ben je dis, écoute, pourtant, je me lave chaque matin, je me rase, je me parfume. Qu'est-ce que ça qu'est? Elle me dit, par contre, il y en a un qui veut bien, est-ce que ça te dérange? C'est Dupont-Aignan. Ah oui, et donc j'ai fait équipe, malgré vos protestations, pendant 6 mois, avec Dupont-Aignan, avant qu'il ne fasse le geste magnifique dont on a pu parler. Donc on a travaillé comme ça, et puis même, on n'a pas fait Jersey, mais on a fait Bruxelles, on a fait Londres, on a fait la Suisse, où on nous a dit que c'était pas un paradis fiscal. Hein. On a rencontré des parlementaires qui, eux, sont membres des conseils d'administration des banques suisses, ça a été dit. Et puis on a fait à peu près la même tournée, et nous deux, qui sommes frères, d'ailleurs je précise au passage que je fais une expérience fraternelle formidable parce qu'on n'a pas vécu ensemble. On a 11 ans de différence. Quand j'avais 20 ans, il en avait 9. Et on ne sortait pas dans les mêmes boîtes. Donc on n'a pas vécu ensemble et la vie nous a séparés. Et on se retrouve aujourd'hui, évidemment, on connaît tous nos défauts maintenant. Puisqu'on passe depuis 1 an, enfin depuis 3 ans maintenant, notre vie ensemble. Et on s'est vu et on s'est dit, on a appris plein de choses. On a notre indignation révolutionnaire n'a fait que croître pendant cette expérience. Et en même temps, c'est un truc très compliqué. Comment on peut faire? Parce que, évidemment, nos rapports, les 2 rapports d'Éric, et mon rapport avec Dupont-Aignan, vous pouvez encore les trouver sur les sites du Sénat et de l'Assemblée nationale. Mais comme nous qui l'avons fait, vous n'allez rien comprendre. Hein, c'est une langue évidemment très austère, très compliquée, avec l'aide des administrateurs qu'il faut saluer. Et je précise que nos rapports, c'est pas fortuit, ont été votés à l'unanimité dans les 2 commissions, et dans la commission des affaires étrangères au Sénat et la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Alors on pourrait dire c'est une bande de faux culs. Non. Ce qu'on a détecté, c'est que même des personnes libérales, au sens politique du terme, voient bien que le monde est en train de foutre le camp. Ils n'osent pas le dire. Ils nous prennent même, nous, comme des outils de procuration pour dire ce qu'eux n'osent pas dire. Et on a des félicitations... des félicitations. Et mon frangin qui a tiré la liste au sénatorial, dans le Nord, notre combat à nous a aidé à ce qu'il gagne au moins 250 voix pas prévues au programme. Parmi des gens de droite, on pourrait vous donner plein d'exemples, qui ont dit, vous avez du courage les gars, tenez bon, nous on ne peut pas le dire, vous le dites vous, et c'est bien. Donc je précise au passage. Donc ça a été, ça nous a donné, et on s'est dit, il faut qu'on vulgarise ça, il faut qu'on puisse faire en sorte que, parce que ce qu'on a découvert dans cette affaire, c'est que ça reste la question d'évasion fiscale, de fraude fiscale, une question un peu d'initié. Ça restait une question d'initié, ou alors pour le commun des mortels, une sorte de légende
Hein, les types qui prennent le bateau sur lac Léman avec des valises pleines de billets pour aller les planquer en Suisse. Hein, voilà, d'accord? Mais pas vu comme une question centrale de l'économie d'aujourd'hui, de l'économie financière en particulier. Et donc, il y a eu des combats menés par les associations qu'a citées Eric, Oxfam, Transparency, Attaque, CCFD, Terre Solidaire, etc., qui ont fait un boulot formidable, je n'y reviens pas. Les lanceurs d'alerte, on a eu nous avec maintenant des contacts avec tout ce réseau, Forissier, Antoine Deltour, Nathalie, Stéphanie Gibault et bien d'autres encore, qui méritent d'ailleurs d'être soutenus parce que qu'est-ce qu'ils souffrent. Et puis ces journalistes d'investigation qui se sont organisés au plan international, qui ont aidé à la révélation de cette réalité qu'on va découvrir maintenant régulièrement. Nous, on a écrit dans le bouquin qu'il y a un sous-titre qui s'appelle « Les scandales se filment et se ressemblent ». Donc, la boîte de Pandore s'ouvre, sauf que, j'y reviendrai, c'est ma partie à moi, c'est qu'est-ce que tu fais? Tout le monde est indigné. Certains sont résignés parce qu'ils se disent devant ce truc-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ensuite, ils sont un peu comme une poule qui a trouvé un couteau. Ils ne savent pas trop comment on peut aborder cette question. Alors, on s'est fait aider, donc on a décidé de faire ce livre. On s'est fait aider, on a pensé l'écrire nous-mêmes au départ, mais compliqué. On s'est fait aider par un ami qui n'est pas de notre bord politique, hein, qui est un journaliste de talent, qui a une belle plume, qui est en retraite, que j'ai convoqué un matin à la mairie de Saint-Amand et qui a cru que je le faisais venir pour faire des pitchs pour le bulletin municipal. Et évidemment, il a failli tomber de sa chaise quand je lui ai dit, écoute, avec Eric, on a décidé de faire un livre, est-ce que tu veux bien nous aider? Bien sûr, on va te rémunérer sur les droits d'auteur, bien sûr. Et c'est sur quoi? L'évasion fiscale et les paradis fiscaux. Je ne connais rien. Ben, j'écoute, lis les rapports du Sénat et de l'Assemblée nationale, et puis dans 8 jours, tu me dis si tu as... Alors il a dit oui, et ils ont fait... Alors, il y a eu des auditions, il y a 38 témoignages, y compris le ministre Hulot, et etc., Barnier dans notre bouquin, ce qui donne de la force, y compris du contenu. L'idée qu'on a voulu faire avec ce livre est toute simple, c'est qu'il faut que ça devienne un combat citoyen. Il faut que ça devienne un combat de tout le monde. Alors vous allez me dire, on prend de l'âge, est-ce qu'on va voir le bout? Non, vous n'allez pas voir le bout. Non. C'est un combat de 25 ans, d'une génération. Il faut remonter toute une histoire, une culture autour de la finance, je n'ai pas le temps de développer, de dizaines de siècles, pour créer un autre contenu, une autre logique de l'utilisation de la finance et de son utilité pour le développement de la société. Et ce n'est pas par hasard que nous avons dédié ce livre à nos petits-enfants respectifs et à tous les petits-enfants du monde. C'est un combat d'au moins une génération pour voir les choses complètement changer, au moins commencer à changer. Il faut se le mettre en tête. Il faut se le mettre en tête parce que, pour certains d'entre vous qui, comme moi, sont un peu révolutionnaires sur les bords, on a parfois tendance à rechercher le grand soir, mais ça, on a donné. Hein, on a donné. Et comme l'a dit si bien Warren Buffett, qui n'a aucune parenté avec Marie-Georges, et il l'a dit en 2005, c'est la guerre des classes, et c'est notre classe à nous, celle des riches, qui l'avons gagnée. Ils sont en train de la gagner, et ils l'ont gagnée. Donc, ils ont gagné la première partie du match. Et la question qui est posée, c'est de savoir si on se résigne, si on abandonne, si on rentre au vestiaire, ou si on se reconstitue une force, une mobilisation sur cette question-là. Moi, je pense que, je vais vous dire franchement, on essaie, en général, j'ai toujours regretté dans ma formation politique, bien aimée, qu'on touche un peu à tout. Moi, je pense qu'il n'y a que deux questions, et ça va ensemble, c'est la finance, l'argent, l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale, la fraude fiscale, et la guerre, la paix. On a même écrit dans le bouquin, c'est une citation que j'ai voulu mettre, que notre ambition, c'est de faire en sorte qu'on ne dise plus l'argent c'est le nerf de la guerre, mais que l'argent devienne le nerf de la paix. Voilà, c'est ça la philosophie de ce livre. Alors, donc, ce travail a pour but justement d'engager ce combat et d'aider modestement, nous, avec notre petite pierre qu'on apporte au débat et au combat. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut se féliciter que les choses maintenant se révèlent. Sauf qu'ils ont un art consommé
les dirigeants de la finance et leurs valets, au plan institutionnel, État, Europe et autres, G20, bah, de noyer le poisson. On en parle, on fait. Hein, comme les chœurs de l'opéra, marchons, 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 mais ils restent sur place. Il n'y a rien qui bouge. Quelques petites bricoles. L'OCDE, Saint-Amand, que nous avons, qui n'a rien à voir avec ma ville, qui est témoin dans notre bouquin, il est le responsable de la question pour l'OCDE, mais où il parle ces temps-ci avec le scandale, et on noie le poisson. On dit, on écrit, mais rien ne se passe. Même la transparence, même la communication des informations dont il parle, ben, UBS a dit, moi je ne les donne pas. Je ne donne pas les informations. Voilà. Donc, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils se couchent. Je vous donnerai quelques exemples après, devant la finance. Ils se couchent. Alors, il y a des mesures fortes qui doivent être prises. Je crois que la question de prendre des mesures fortes, elle est posée, notamment pour tendre vers une harmonisation fiscale, et on n'est pas dans cette logique-là. On est au contraire dans une guerre fiscale mondiale qui vient d'être lancée. Eric l'a très bien précisé. Pourquoi il y a l'optimisation? Parce qu'il y a des différences de statuts fiscaux, y compris au sein de l'Europe. Nous, on habite à côté de la Belgique. Tous les types, ils vont au Mullier, au Champ, ils vont en Belgique. Ça fait 50 ans qu'on construit l'Europe. Je ne vois pas pourquoi. Il n'y a pas le même régime à peu près fiscal, notamment parmi les pays fondateurs. Parmi les pays fondateurs, Luxembourg, Pays-Bas et Belgique sont 3 paradis fiscaux. La France aussi l'est pour le Qatar. La France l'est aussi pour le Qatar. Je pourrais vous donner quelques exemples. D'accord? Donc il faut déjà quand même commencer à se mettre d'accord là-dessus. Or, c'est tout le contraire qui est en train de se passer. On baisse les taux d'imposition pour les sociétés. Trump va donner... Les États-Unis vont devenir... Il n'y aura plus que le Delaware ou Wyoming. Hein, oui, Wyoming. Ça va devenir un paradis fiscal, les États-Unis. On passe de 35% d'impôt aux sociétés à 20%, pour commencer. La Grande-Bretagne, elle va vers les 15%. D'ailleurs, entre nous, on l'a écrit dans le bouquin, alors que c'était au moment où s'annonçait le Brexit, où tout le monde disait c'est la catastrophe pour l'Angleterre. Nous, on a écrit, j'ai pris le soin, dans l'interview qui est dedans, de dire que nous, on pensait plutôt que le Brexit, c'était une façon pour les Anglais, au moment où ça bouge un peu trop sur ces questions, de tirer leur plan, puisque eux, ils ont le réseau très organisé, ça a été rappelé tout à l'heure, en ce qui concerne l'évasion fiscale, les paradis fiscaux. Hein, sans compter la City, j'en dirai un mot après. Alors, donc ça, alors les sommes ont été données, je ne vais pas y revenir, de la perte en ligne pour les États. 40% des profits des multinationales sont dans les paradis fiscaux. 40% des profits des multinationales sont dans les paradis fiscaux. Et ensuite, il faut bien voir qu'on est face à un problème qui n'est pas seulement un problème économico-financier. C'est un problème aussi à quoi sert l'argent, d'où vient l'argent. Or, on est face aussi à un problème moral, éthique, pour la société de demain. Est-ce que nous avons le droit de laisser à nos enfants et nos petits-enfants une société où le shadow banking, l'argent de l'ombre, commence à dominer peu à peu le financement de la société mondiale? C'est 80 000 milliards, le shadow banking, l'argent de l'ombre, 80 000 milliards. Or, l'argent, disons, contrôlé par les banques et autres, c'est 135 000 milliards. Ça veut dire que 40% de la finance mondiale qui est utilisée aujourd'hui, elle est un argent, ben c'est l'argent du crime, avec la blanchisseuse qui est la City de Londres. Il faut appeler un chat un chat. La City de Londres blanchit l'argent du trafic d'armes, du trafic d'êtres humains. Par exemple, le trafic des réfugiés, les transferts de réfugiés que vous connaissez ici, c'est l'an dernier un marché de 3 milliards d'euros. Parce qu'il n'y a pas que les pauvres passeurs, etc. C'est organisé par des voyous. L'argent de la mafia, l'argent de la prostitution, l'argent de Daesh, tout ça est blanchi à la City de Londres. Il faut avoir le courage de dire que ça se passe là, concrètement, et pas seulement là. Donc cet argent-là, qui représente 80 000 milliards, contrôlé par personne, c'est une vraie question. D'autant plus que nous sommes dans un monde où, sur 100% de finances, il n'y a que, entendez-le bien, que 2% d'argent qui se repose sur l'économie réelle, c'est-à-dire sur l'industrie,
le commerce, les services. 2%. 98%, c'est de l'argent spéculatif. Que de l'argent spéculatif. Or, nous ne sommes plus au temps du général de Gaulle qui menaçait certains spéculateurs qui se retrouvaient au Palais Brongniart autour de la Corbeille. Rappelez-vous, les agents de change qui levaient les mains, etc. Il avait d'ailleurs dit cette phrase célèbre, c'est pas, la politique de la France ne se fait pas à la Corbeille. D'accord? Aujourd'hui, il n'y a plus de Palais Brongniart, c'est un centre de conférence, il n'y a plus de Corbeille. Aujourd'hui, la Bourse de Paris, elle est dans la banlieue de Londres, parce que le problème, c'est une question de vitesse pour les spéculations. Hein, il y a des technologies dans le détail desquelles je ne vais pas rentrer parce que je ne suis pas un technicien de la question, mais sauf que le fameux trading haute fréquence dont on parle longuement dans notre bouquin, qui est un truc qui ne sert à rien, puisque, comme le dit le banquier Nolo, qui témoigne dans notre livre, qui est un ancien contrôleur des marchés et ancien banquier, il dit que de toute façon, pour contrôler 10 minutes d'activité du trading haute fréquence, il faut au moins pour un inspecteur des impôts, un contrôleur des impôts, de l'ordre de 8 mois pour contrôler 10 minutes d'activité. On compte en microsecondes, on compte en millisecondes, on compte même en picosecondes. Hein, il va dire le chiffre parce que comme je ne suis pas krasukien, je suis krasukien, je ne pourrais pas vous le dire, il va vous le dire. Hein, et picosecondes, c'est pas le petit blanc qu'on a pu se midi avec les camarades, qui était très agréable. Voilà. Dis un peu. Oui, parce qu'il faut. Parce que la vitesse du temps est assez sidérante. Les Anglais disent time is money, le temps c'est de l'argent, mais eux ils traduisent ça effectivement. Alors on était à la nanoseconde. Une nanoseconde c'est 10 puissance moins 9 secondes. Vous mettez un 0, une virgule, 9 0 et un petit 1 au bout, c'est le temps qu'il faut pour une transaction financière. Okay, un milliardième. Voilà, un milliardième. Et on est passé à la picoseconde, 10 puissance moins 12 secondes. Le temps s'accélère, se réduit. Et ça, c'est le temps qu'il faut pour faire une transaction financière. Une. Hein. Et il y en a des milliards dans le monde, 24 heures sur 24. Le temps d'un clin d'œil, il y a 7000 transactions financières. Vous faites un clin d'œil, 7000 transactions financières. Donc c'est immaîtrisable. C'est immaîtrisable. Et il y a encore aujourd'hui, mais ça ne va pas durer, les fameux, comment on les appelle, Kerviel, les traders. Oui. Hein, d'ailleurs, tous les jeunes qui font des études de finance veulent être traders, mais bientôt il va y avoir du chômage chez les traders. Hein, il n'y aura plus de Kerviel. Parce que on les remplace, par exemple, Goldman Sachs vient de supprimer 600 postes de traders pour les remplacer par des ingénieurs informaticiens de haute volée. Donc ils remplacent les 600 par 200 ingénieurs informaticiens de haute volée pour introduire les méthodes technologiques nouvelles et faire en sorte qu'on introduise dans la gestion de la finance plutôt l'intelligence artificielle. On introduit l'intelligence artificielle, donc ce sont des robots qui fonctionnent nuit et jour pour faire avancer cette spéculation, les 98% de la finance mondiale. Voilà, il y a eu même d'ailleurs des crashs, notamment il y a 3 ans à Wall Street, où une machine avait un peu déconné, il y a eu des risques de crise. Donc on est face à cette réalité-là, et au contraire de réguler après la crise de 2007-2008, on est en train de déréguler. On avait commencé à remettre quelques régulations. Maintenant, Trump est à la tête de ça. Il faut déréguler la finance de telle manière que, il y a une plus grande fluidité de la spéculation mondiale. Donc, voilà des enjeux nouveaux, importants, qui sont face à nous. Et que, même s'ils sont compliqués et difficiles à appréhender, il faut les prendre en charge dans notre combat. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des mesures et des propositions que nous avons faites. On les a faites dans nos rapports. Vous les retrouverez, on ne les a même pas repris tous dans le livre, c'est impossible. Il y a 130 ou 140 propositions qui ont été formulées dans nos rapports. Ça va évidemment de renforcer les moyens du contrôle financier, du contrôle on a supprimé 10 000 postes de contrôleurs et d'inspecteurs des impôts ces dernières années. Hein. On a enlevé. Alors, on ne donne pas les moyens en plus de gérer pour ces inspecteurs et ces contrôleurs. Parce que vous savez, on les a rencontrés, les syndicats. Ils nous racontent comment ça marche. Ils sont obligés d'avoir des objectifs de l'ordre, je crois, de 13 ou 14 contrôles, ou 15 dans l'année, qui rapportent évidemment un peu d'argent à Bercy. Mais ils sont souvent seuls, parfois accompagnés d'un informaticien, parfois. Et ils doivent faire du chiffre, mais du chiffre de contrôle, pas du chiffre en volume financier. Alors, le type, il doit avoir du résultat. S'il s'attaque à Total,
lui vient avec son ordinateur et puis son petit copain, et il est face à Total, la direction financière de Total, les conseillers fiscalistes, les avocats, les experts comptables, donc il y a 10 mecs devant eux, il est battu d'avance un petit peu. Alors comme il doit faire du chiffre, bah, il se tape l'épicier du coin. Ah oui, il se prend l'épicier du coin, ou puis voilà. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Ils nous l'ont expliqué, ça. Donc il y a un problème de moyens, certes, mais il y a aussi un problème d'exigence. D'exigence. Par exemple, on se bat, on a failli gagner, ça a gagné au Sénat, on se bat pour faire sauter le verrou de Bercy. Bon, ça fait des années qu'on se bat là-dessus, et quelles que soient les majorités, toujours on nous a expliqué que le verrou de Bercy, c'était important, parce que le verrou de Bercy, c'est quoi? C'est que la justice est mise hors jeu, et on négocie. On négocie. Par exemple, les 40 000 qui ont eu la trouille, héritiers de mecs qui avaient planqué leur argent en Suisse, ils se sont rendus à la cellule de dégrisement, qui va fermer d'ailleurs en fin d'année, installée à Bercy, pour négocier, pour ne pas être inquiétés judiciairement, etc., etc. Bon, les grands groupes, je vous donne des exemples, qui ont des dettes, UBS qui avait des dettes énormes à Bercy, il est en train de négocier. McDo, je le raconterai après par rapport à la lutte qu'on peut mener, ils avaient découvert que McDo avait 1,3 milliard de dettes après la lutte qu'il y a eu chez McDo, j'en dirai un mot tout à l'heure, avec Bercy, ils ont transigé autour de 350 millions. Donc triche toujours, tu t'en sors toujours. Voilà. Bercy, c'est ça. Et il n'y a que Bercy qui peut ester en justice. La commission ad hoc et le ministre du budget. En gros, il n'y a que Cahuzac Jérôme qui peut ester en justice contre Jérôme Cahuzac, qui a un compte en Suisse. Et c'est à ce niveau-là. Et ça, ils ne veulent pas le faire sauter, au nom que ça rapporte, la justice c'est trop long. La justice est trop long, ça rapporte un peu d'argent tout de suite, etc., etc., pour les caisses de l'État. Sauf que l'impunité devant le refus de payer l'impôt fait que, j'ai dit au ministre, moi, dans mon intervention, quand on avait parlé de cette question il y a quelques temps, quand j'étais encore à l'Assemblée, que quelque part, il favorisait la fraude fiscale. Quelque part. En ne mettant pas l'équipe en tôle, il favorisait la fraude fiscale. Alors, ensuite, au passage d'ailleurs, on nous amuse souvent, nous depuis le début on est en garde là-dessus, on le dit dans le livre, on nous met en avant des personnalités, des footeux, des tennisman, même des chefs d'entreprise, même des patrons qui trichent. Il y a un danger à ça. Il y a un danger à ça, c'est qu'on oublie le système. Et que la question qui est posée, c'est le système. Yannick Noah qui met son fric en Suisse, c'est le système qui lui permet de le faire. D'accord? Ou Depardieu en Belgique. Alors évidemment, c'est plus médiatique, mais selon le vieux proverbe chinois, quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Et nous, notre but, c'est d'essayer de montrer qu'il faut casser et changer ce système. Alors ensuite, parmi nos propositions, il y a aussi on est pour une laïcité financière, appelons-la comme ça, une laïcité financière. Nous sommes pour la séparation de l'Église et de l'État. Hein. Il faut qu'on crée les conditions d'une législation qui fasse la séparation des États qui sont menacés. Tout à l'heure, on y reviendra, avec son expérience des États-Unis dans la Silicon Valley. La séparation entre la finance et les États. Or, il y a une mixité, une consanguinité effroyable qui s'est mise en place depuis quelques années, avec notamment le pantouflage. Le pantouflage, il faut dénoncer ce pantouflage. L'exemple le plus récent, c'est celui de Bruno Bézard, qui était directeur du Trésor à Bercy. C'est le poste le plus huppé après le ministre des Finances et de l'Économie. Haut fonctionnaire, évidemment de talent, qui devait faire 3 ans, ils font 3 ans minimum, il est parti au bout de 2 ans. Il s'est fait embaucher par un fonds franco-chinois spéculatif, qui a des bases aux Bermudes, si je ne m'abuse. Au Caïman, pardon, au Caïman. Hein. Et c'est comme ça, ça va et ça vient. On l'a vu avec Barroso, il faut mettre où tu es pour le service public, où tu es pour le privé. Or, la finance qui a les moyens de moyenner, elle pique tous les meilleurs polytechniciens, énarques, etc. Elle rachète, y compris
les dettes qu'ils doivent payer pour leurs études, etc., pour se doter du meilleur système possible. Et eux, ils courent là-dedans, parce qu'évidemment, ils gagnent beaucoup plus que s'ils restent dans le service de l'État. Et on le voit bien dans ce qui se passe avec le gouvernement Macron, hein, certains ministres, y compris, qui ont bénéficié des stock options, des parachutes dorés, etc., etc. Donc il faut qu'on... Sinon, il n'y a plus d'avenir pour les États, il n'y a plus d'avenir pour la puissance publique. Il faut se rendre à l'évidence. Il y a un vrai danger demain pour la société publique. Il y a eu des reculs, et ces reculs, si j'ose dire, ils avancent toujours, et il faut mettre un coup d'arrêt à ça. Enfin, avant de terminer par 2 points pour permettre la discussion, notre journaliste bien-aimé nous répétait sans cesse, à propos des propositions, il nous disait « Ouais, mais c'est bien gentil votre truc, mais c'est un enjeu mondial, notre affaire. Tu ne peux pas régler tout seul dans ton coin cette question, c'est un enjeu mondial. Et donc, il faudrait avoir une proposition qui marque bien cet intérêt d'un enjeu mondial. Et du coup, Eureka, dans la permanence parlementaire de l'époque, près d'un traiteur qui s'appelle Christophe, hein, qui fait, d'ailleurs j'espère que ce soir c'est pas prévu au programme, qui ne fait que du couscous, excellent, que du couscous. Donc dans le bouquin il y a plein de couscous, on a bouffé du couscous tous les jours, du rosé, etc., des week-ends entiers, parce qu'on a une ambiance aussi formidable, je vous passe les détails, et il nous disait toujours, mais vous n'avez pas de proposition. Du coup, Eureka, on dit pourquoi on ne ferait pas une COP mondiale de la fiscalité et des finances, à l'image de ce qui s'est fait pour l'environnement, parce que si les gaz à effet de serre, ça fait des trous dans la couche d'ozone, les paradis fiscaux, l'évasion fiscale, l'évitement fiscal, la fraude fiscale, ça fait des trous noirs énormes dans la finance mondiale. On en a donné quelques exemples. Alors certes, l'idée, c'est pas que ça va répondre du jour au lendemain, mais pour l'instant, au banc des décideurs, il y a les banquiers, il y a au mieux le G20, les 20 pays les plus riches du monde, et les 180 autres circuler, il n'y a rien à voir. L'idée, c'est de mettre en tas les États, les banquiers bien sûr, mais aussi les syndicats, mais aussi les ONG, mais aussi tous les experts sur ces questions, au niveau mondial, pour en faire une question de rapport de force citoyen mondial. D'ailleurs, en 2005, les pays en voie de développement, qui sont hors circuit du point de vue des décisions financières, ont tenu un forum qui va un peu dans le sens de ce que nous proposons, à Addis Abeba, pour réclamer que sous l'égide de l'ONU, il y ait cette gouvernance mondiale de la finance. Même Fabien Roussel a proposé qu'il y aurait même il y a un conseil de sécurité à propos des guerres, il devrait y avoir un conseil de sécurité à propos d'une gestion loyale, légitime, éthique de la finance. Alors, vous me direz, c'est utopique. Aujourd'hui, c'est utopique. Mais si on ne va pas vers ça, vers une harmonisation, une gouvernance mondiale, une maîtrise mondiale démocratique de la finance, eh bien, on va vivre les pires choses dans les années qui viennent pour les générations à venir. Donc, cette idée de la COP, elle a avancé d'une manière assez fulgurante. C'est nous qui avons avancé cette idée pour la première fois dans le livre. Et le livre est sorti en septembre de l'an dernier. En novembre, le Conseil économique et social et environnemental se réunissait et adoptait une résolution demandant l'organisation d'une COP finance et fiscalité mondiale. Et le 2 février dernier, l'Assemblée nationale, sous notre proposition, adoptait une résolution pour qu'on se batte, que la France se batte pour une COP de la finance et de la fiscalité mondiale. Donc c'est quand même des acquis et des atouts. Plus personne n'en parle trop à part nous aujourd'hui. Moi je pense qu'il y a un combat à mener pour gagner cette bataille, et autour de cette bataille, justement de sensibiliser les citoyens, les électrices, les électeurs sur ces questions qui sont cruciales pour l'avenir. Enfin, ça c'est des propositions, l'harmonisation européenne, j'y reviendrai le cas échéant, c'est après, qu'est-ce que je peux faire moi dans mon coin, tout seul? Faire sauter la banque? C'est possible, mais le résultat n'est pas toujours évident. L'argent, même nous qui sommes des révolutionnaires, on ne s'en occupe pas, on croit qu'on s'en occupe, en dénonçant le diktat de l'argent, de la finance. Mais, devant la complexité du sujet, on ne voit pas très bien, ni individuellement, ni collectivement, dans une association, dans un parti politique, qu'est-ce qu'on peut faire, concrètement.
Et après, quand on commence à pourra parler de sommes qui dépassent le prix d'une maison ou d'un appartement, c'est après, ben oui, pour les gens, c'est flou, qu'est-ce que ça veut dire. Bon. Alors je pense qu'il faut à la fois le combat global, avec la COP par exemple, et le combat local. Déjà, je vais donner 3-4 exemples pour me faire comprendre. On a tous un compte en banque, quelque part. Certains sont même dans des banques mutualisées. Moi, maire de la ville de Saint-Amand, au début, je me suis demandé, on me demandait des salles, les banques, Crédit Agricole par exemple, qui a des agences dans les paradis fiscaux, ils me demandent la salle pour faire une assemblée générale. Alors que le nouveau maire, j'y vais, 400 personnes. Plein craqué. Je dis, c'est quoi ce monde-là? Alors ils font leur baratin, ils font voter, les rapports, en 10 minutes c'est réglé. Je me dis pourquoi il y a autant de monde? Mais après j'ai vu le buffet et j'ai vu la tombola. Donc, tombola, tu gagnais des vélos, des écrans plats, etc. Mais, alors une fois, 2 fois, 3 fois, je vais à ces assemblées générales, un peu timide au départ. Je me dis, ça peut pas continuer comme ça, surtout quand j'ai commencé à voir les paradis fiscaux. Il n'y a pas un gars, même des cocos que je connais, il vient pour la tombola et il vient pour le cocktail de fin. Il dit rien. J'en ai pris un par les yeux, par la tête, et je dis, donc tu peux pas lever ta main un jour et dire, mais dites donc, monsieur le président agricole, là, vous venez de faire un rapport, vous venez de faire un rapport, tout le monde l'a voté, mais pourquoi vous mettez votre argent au Panama? Il n'y a personne qui le fait. Commençons par exiger, parce que ces assemblées générales, officiellement, elles sont faites pour qu'on s'exprime aussi. Hein? D'accord? Quand il y a un mec qui s'exprime, c'est pour dénoncer le gars du guichet qui l'a mal accueilli. Mais c'est pas ça le sujet. Donc, il faut qu'on envahisse petit à petit le monde de la finance, y compris localement. Et que ça se fasse, y compris naturellement. Ensuite, les entreprises, 80% des entreprises françaises, notamment les plus grandes, ont des rapports avec les paradis fiscaux. Ou avec de l'argent planqué dans des banques ou pas dans leur système financier. L'exemple de McDo, ils sont organisés par territoire, les McDo de l'Île-de-France ouest, hein, Oui, ouest parisien. ouest parisien. Il s'est créé un syndicat, CGT, alors qu'il n'y avait pas de syndicat, et l'équipe, bon, première année, chaque année, le patron, enfin le directeur, il doit rendre compte de l'état financier de la situation. Rapport, alors le gars, il pose une syndicaliste, il dit, mais écoutez, je m'étonne, mais vous ne parlez pas de la participation aux bénéfices. Ah, mais écoutez, il n'y a pas de bénéfice. Comment voulez-vous qu'il y ait une participation aux bénéfices? Il n'y a pas de bénéfice. Bah, évidemment, dans le système qu'on décrit, dans le bouquin, on a pris cet exemple, qui fait que le transfert, on n'a pas parlé, mais le transfert intérieur des multinationales, les bénéfices sont à Luxembourg. Donc, ils perdent de l'argent en France. D'accord? Maintenant, ils sont partis en Angleterre. Hein, ils ont vu arriver le coup. Bon, mais c'est de là que Eva Joly a pris en charge l'activité du comité d'entreprise de McDo et qu'ils ont été convoqués, ce que je rappelais tout à l'heure, par Bercy, parce qu'ils se sont dit, eux, ils doivent des sous, on va les accrocher, mais on transige. Voilà. Ensuite, il y a aussi des actions qui ont été menées dans d'autres pays. Il y a eu des boycotts. Hein. Starbucks, là, il y a Margaret Hodge qui témoigne dans notre livre, qui est députée travailliste. Elle présidait aussi une commission d'enquête sur le même sujet. Alors là-bas, en Grande-Bretagne, c'était pire que chez nous. Hein. Amazon, Ikea, Starbucks et autres ne payent pas d'impôts. Payaient pas d'impôts, donc ils se sont mis là-dessus, conservateurs et travaillistes. Hein. Moi, j'ai rencontré des conservateurs et des travaillistes de ces commissions d'enquête. Il y a eu une campagne là-dessus. La presse s'en est emparée, les tabloïds anglais s'en sont emparés et ont dénoncé Starbucks. Donc, du coup, des usagers de Starbucks se sont mobilisés pour boycotter Starbucks. D'accord? Eh bien, ça a eu de l'effet. Starbucks a commencé à négocier avec l'État britannique pour dire on va commencer à payer des impôts. D'ailleurs, nous, quand on est allé faire une réunion à Rouen, au début de notre tournée, là, gare Saint-Lazare à 5h30 du matin, 6h moins quart, on avait envie de boire un café, on arrivait du Nord. Manque de bol, il y avait qu'un truc d'ouvert, Starbucks. On s'est même privé de café, par sectarisme. Voilà, voilà, pour vous donner un exemple. Ensuite, dernier exemple que je peux donner, c'est les collectivités locales.
les hôpitaux, les universités, tout ce qui est puissance publique, toutes ces institutions commandent des produits, ouvrent des chantiers et doivent faire des cahiers des charges. Ils doivent faire des cahiers des charges, ils doivent faire un cahier des charges pour respecter les marchés publics. Eh ben, dans les cahiers des charges, commence à changer les choses. Je vois dans ma ville, on a introduit l'insertion sociale pour les gars qui sont au chômage. Si vous avez un chantier, vous pouvez imposer que l'entreprise qui va gagner le chantier, elle prenne 5-6 gars sans emploi pour les insérer socialement, dans le travail. Il y a maintenant des règles environnementales. Par exemple, moi j'ai introduit un truc que le sous-préfet n'a pas accepté au départ, mais je lui ai dit, je vais vous mener une campagne au cul, monsieur le sous-préfet, vous allez voir ce qu'il... J'ai introduit que les produits, par exemple des pommes, j'ai rien de chiracien, parce que on donne des pommes dans les cantines scolaires, j'ai 1200 élèves qui mangent aux cantines scolaires par jour. Alors on donne un fruit. Tu fais un marché, tu appelles les producteurs à présenter leurs produits, leur prix, et moi j'ai ajouté l'idée que les enfants, par exemple, qui mangent de la pomme, doivent savoir et aller visiter au prix du producteur le verger d'où vient la pomme. D'accord? Alors, si c'est un groupement d'Andalousie qui gagne le marché, le type il va devoir prendre des avions pour emmener mes élèves là-bas. Donc il n'y a aucun risque pour mes producteurs de proximité qu'ils soient battus dans le marché, par exemple. Vous voyez? Et ben moi, je propose d'introduire une autre notion. Je suis en train de travailler avec mes juristes, mais qui sont, je vous dirais, ils sont un peu des juristes, ils sont enfermés dans les... On n'a pas le droit, monsieur le maire, on n'a pas le droit, on n'a jamais le droit de rien. Si, on va le faire. Moi, je vais introduire maintenant l'idée d'où vient l'argent que l'entreprise, qui peut gagner le marché, est-ce qu'elle n'a pas des liens plus ou moins étroits avec des financeurs qui auraient quelques relais dans les paradis fiscaux? Si on commence à faire ça les uns les autres, partout où on est, le débat va se généraliser et on va les faire reculer. Parce que ces grands groupes, ils ont l'argent, mais ils ont une faille, c'est leur réputation. Le peu d'attaques qu'il y a eu sur la question du Crédit Suisse, à une époque, c'était, je ne sais plus en quelle année, cette histoire, il y a 2 ans, 3 ans, il n'y a pas la date Si, avril 2017. Alors, en avril 2017. C'est tout récent. Eh ben, le Crédit Suisse, lui, il a la page du Monde, moi j'ai la page du Figaro. Ils ont payé 2 pages de publicité comme ça, avec le Crédit Suisse applique une politique stricte de tolérance zéro s'agissant de l'évasion fiscale. Ça veut dire qu'il crie touché. Le peu qu'on fait, il crie touché. Donc actuellement, il y a à la fois le rouleau compresseur qui avance, mais il y a à la fois des potentialités pour nous, pour les faire reculer, les mettre à la défensive, et créer un climat de lutte et de mobilisation qui fasse que ça se devienne intenable. Pour l'instant, les choses se disent au niveau des institutions, mais elles ne se font pas. Et à nous de pousser le truc, c'est un très bon combat à mener, c'est le combat de l'avenir, à mon sens. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, après mon frangin. On va prendre des questions, et il y a 2 questions que vous ne poserez pas, mais on va y répondre quand même. On répond aussi aux questions qu'on nous pose pas. Ça fait partie du numéro. J'ai entendu dire une phrase qui me semble assez pertinente. Tant que les États-Unis n'ont pas décidé de supprimer les paradis fiscaux, ça ne se fera pas. Et alors, me vient l'idée des États-Unis qui ont forcé la Suisse à supprimer le secret bancaire. Et la question que je vous pose, à votre avis, quelle a été la motivation des États-Unis de forcer la Suisse à supprimer le secret bancaire? Je sais très bien, à l'époque, ils disaient carrément, si vous ne le supprimez pas, vous ne faites plus du commerce avec nous. Bon, ça leur a fait peur. Et la question, la dernière, c'est, qu'est-ce qu'on pourrait s'imaginer comme motivation pour que les États-Unis se décident à fermer ou à faire fermer les paradis fiscaux? On prend plusieurs questions, peut-être.
2, 3. Oui, ici nous avons presque des frontières communes avec Monaco. Son ministre d'État, c'est-à-dire le français qui fait office de Premier ministre Monaco, a dit que Monaco n'était plus un paradis fiscal, mais je n'ai pas entendu, je n'ai pas lu qu'il y ait des licenciements, des fermetures de banques à la hauteur du fait qu'ils ne sont plus un paradis fiscal. Il y a 300 ou 400 sociétés bancaires à Monaco pour quelques milliers de citoyens monégasques. Alors, on se demande qu'est-ce qu'elles font, ces sociétés-là et ces banques-là, sans parler de tous ces avocats, ces fiscalistes, etc. Donc, près de chez nous, nous avons cette anomalie. Quid ? Oui, bonsoir. Je voudrais faire suite à la question posée sur les États-Unis. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, rien ne se fait au niveau de l'Europe en matière de lutte contre tout cela pour les raisons que vous avez fort bien expliquées. Mais par contre, les États-Unis sont en train de réagir à l'heure actuelle et on le voit au niveau de la Hollande qui commence à revenir sur certaines opérations qu'elle fait parce que la Hollande a mis au point un système de binationalité pour des entreprises. Et ça, les États-Unis ne le gobent pas parce que les États-Unis ont un système universel d'impôt, hein, mais ça veut aussi bien croire. Hein. Or, là, en faisant des binationalités au niveau des entreprises, c'est-à-dire en créant une société américano-hollandaise, les États-Unis ne peuvent plus intervenir. Et donc, le problème, il est là. Tant que les États-Unis, c'est pour ça que je suis intervenu là, et tant que les États-Unis n'interviendront pas, on ne peut rien faire. L'Europe ne fait rien pour les raisons que vous avez évoquées, pour M. Juncker, ce qui se passe en Irlande, ce qui se passe, on le sait tous ça. Mais les États-Unis vont commencer à intervenir. Et là, à ce moment-là, ça peut changer les choses. C'est la seule manière dont vous faites changer les choses. Toutes les règles qui ont changé en Europe ces derniers temps, c'est parce que les États-Unis ont commencé à réagir. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Encore une là, puis Excusez-moi de revenir sur la France. C'est bon. Ça marche. Et donc de rester chez nous, ma question que je voudrais vous poser, est-ce que vous avez fait vos propositions qui sont absolument excellentes et qui nous donnent le pouvoir à nous, les citoyens, d'influer directement et concrètement sur la situation chez nous, à savoir que les maires devraient, comme vous le faites vous, aider les circuits courts, éviter de s'adresser à ces sociétés qui ne sont pas implantées chez nous et qui du coup transfèrent leurs bénéfices, comme vous l'avez décrit, vis-à-vis d'autres sociétés internationales ailleurs. Et est-ce que vous en avez parlé à la réunion des maires de France pour que déjà à notre niveau, les maires deviennent conscients et vous suivent parce qu'elles sont très concrètes et moi je les trouve absolument parfaites, ce que vous venez de dire. Alors, sur les États-Unis, effectivement, les États-Unis, ils sont toujours ambivalents. Hein. Ils combattent l'évasion fiscale qui nuit à leurs intérêts propres. Alors c'est vrai qu'ils ont fait capituler les banques suisses, compte tenu de la force de frappe qu'ils ont, et vous l'avez rappelé. Si les États-Unis disent à UBS, Crédit Suisse et autres, si vous ne donnez pas les noms des ressortissants américains qui ont des comptes chez vous, on vous retire votre licence. Vous ne pourrez plus travailler sur le sol américain. Inimaginable pour une banque comme UBS ou Crédit Suisse de ne pas travailler à Wall Street, c'est inimaginable, ça serait la mort. Ça serait la mise à mort. Donc forcément, les États-Unis ont un poids. Mais un poids que l'Europe unie pourrait avoir tout autant. Or, on l'a bien vu, l'Europe est complètement désunie. Elle est en compétition fiscale qui est en train de s'accélérer. Donc c'est ça la faiblesse de l'Europe. Donc les Américains ne sont pas défavorables à l'évasion fiscale dès lors qu'elle ne nuit pas leurs intérêts. Hein. Alors, j'en veux pour preuve. Je pense à Bernie Sanders.
comment l'Amérique pourrait bouger? Ben, c'est comme chez nous. Hein. Il faut que le peuple américain se mêle de ses affaires aussi. Alors, il s'est passé quelque chose avec Bernie Sanders. Il n'a pas été élu, hein, pour des raisons qu'on imagine, parce que Hillary Clinton, pareil, il y a aussi des sociétés dans le Delaware. Elle incarne le pouvoir de l'establishment, comme ils disent, du monde de l'argent. En gros, c'est ça. Trump et Clinton, on ne va pas mettre un signe d'égalité, mais quand même, ils ont beaucoup en commun, quoi, du point de vue de l'économie et de la vision du monde par rapport à l'argent et la finance. Donc, Sanders a posé ces questions-là, comme on le fait nous-mêmes, quoi. Et j'ai ici une citation de Sanders, qui continue d'agir, hein. Il n'y a plus d'élection, mais le gars, il continue à se battre, il mène le même combat sur les mêmes bases. Et ça parle, y compris aux jeunes. Hein, ce gars-là, il a, je ne sais plus, 75, 76 ans. Vous avez vu le nombre de jeunes autour de lui. Il a dit, le peuple américain est dégoûté et fatigué par l'oligarchie économique, par l'oligarchie politique et par l'oligarchie médiatique. Il comprend que la cupidité des entreprises est en train de détruire notre économie et que les partis politiques sont maintenant complètement soumis aux lobbies privés qui les financent. Voilà ce qu'il dit. Deuxième document, c'était au moment de la campagne présidentielle américaine. On voyait les financeurs, parce que les entreprises ont le droit de financer les candidats aux États-Unis. Hein, c'est légal. Et vous comparez les 10 premiers financeurs de Clinton et les 10 premiers de Bernie Sanders. Du côté d'Hillary Clinton, Citigroup, Goldman Sachs, 700 000 $, JP Morgan Chase, 620 000 $, Morgan Stanley, 543 000 $, etc. Lehman Brothers, la banque qui a croulé en 2007, 362 000 $. Et du côté de Sanders, syndicat des machinistes de l'aérospatiale, 95 000, les camionneurs, 83 000, les syndicalistes de l'automobile, 75 000. Voilà, tout est dit. Donc ça, il y a sans doute une piste aux États-Unis par rapport à ça, mais en face d'eux, aujourd'hui, ils ont ce mec-là. Ça, Donald Trump, c'était avant l'élection, j'ai acheté ce journal, j'étais en Angleterre à l'époque, c'était au moment de l'élection américaine, c'était le 27 novembre 2016. Il venait d'être élu, et vous voyez tous les points rouges qu'il y a là, c'est les entreprises dont Trump était, enfin il ne l'est plus maintenant parce qu'il a donné ça à ses enfants, parce qu'il ne pouvait pas décemment comme président détenir ces entreprises dans le monde entier, et parmi elles, ben, il y en a qui sont au Panama, 8, il y en a qui sont au Qatar, il y en a qui sont en Azerbaïdjan, voilà, donc Trump c'est ça. Et Sanders, ben, c'est l'autre monde, qui doit s'organiser, qui doit bouger, qui doit se mobiliser. Le combat est le même qu'ici. Le combat est exactement le même qu'ici. Alors c'est sûr que la puissance de frappe des banques américaines, enfin de la finance américaine, si vous retirez une licence à une banque suisse, ils vont disparaître du monde, tout simplement. Hein. Alors Monaco, on n'a pas trop travaillé sur Monaco. On a rencontré les syndicalistes quand même, à Nice d'ailleurs, à l'occasion de notre visite ici en début d'année ou l'an dernier, qui nous ont expliqué un peu effectivement les difficultés. Enfin, c'est très particulier, effectivement il y a quand même un tropisme monégasque. Vous êtes bien placé pour le savoir, et je me souviens que De Gaulle, dans les années 60, il avait fait un blocus contre Monaco. 63 ou 4, là, il avait fermé les frontières, etc. C'était presque la Troisième Guerre mondiale. Enfin, il posait de vrais problèmes. C'est les mêmes années où il disait la politique de la France ne se mène pas à la corbeille, quoi. C'est ces années-là, quand même. Il avait une autre vision. C'était un libéral, sans doute, sur le fond, mais il avait une autre vision des intérêts de la République, en gros. Donc, oui, c'est sûr que Monaco, il y a quelque chose à traiter. On n'en parle pas beaucoup, hein. On ne parle pas beaucoup de Monaco. Moi, j'ai reçu une lettre parce qu'on voulait aller à Monaco avec Dupont-Aignan, et ils nous ont dit nous ne sommes pas un paradis fiscal, donc j'ai une lettre du prince, là, donc il n'y a aucune raison que vous veniez nous voir. Ah oui, ils sont extraordinaires. Hein. Ils sont extraordinaires. Oui, alors madame, vous dites les élus, effectivement, l'expérience qu'Alain mène et à laquelle il réfléchit depuis pas mal de temps, oui, ça pourrait se généraliser. Ouais. Si on mettait en branle toutes les collectivités, ça aurait du poids, hein. Bah oui. Y compris au plan économique et au plan politique. Parce que les gens, ils ont un attachement aussi à leurs élus locaux. Ces élus locaux qui mèneraient ce combat-là, je pense que ça drainerait du monde. Les maires de France, pourquoi pas, hein, on peut le proposer à M. Barouin, hein, qui fut un temps ministre du budget et qui n'a rien fait contre l'évasion fiscale, mais on peut lui proposer. On peut toujours essayer. Si la moitié des maires vous suivez, oui. L'effet serait immédiat, parce que c'est nous qui pouvons le faire, oui. à notre niveau, et les maires à leur niveau. Et c'est la réglementation, comme votre frère, il a ses juristes et tout ça, oui. Tout ça, ce serait vraiment à nous voir sur toute la France en même temps. Tout à fait. Parce que le poids économique des collectivités en France, 70% de l'investissement, c'est le fait des collectivités encore dans ce pays. Hein. Bon, vous connaissez aussi l'austérité qui est imposée, ça a tendance à se restreindre un peu, mais c'est encore
40, 50 milliards d'investissements chaque année par le fait des collectivités publiques. Donc c'est un levier. Vous avez raison, c'est un levier. Dès lors que ça se met en place, pourquoi ne pas diffuser largement et mener la bataille? Alain faisait référence au sénatorial. Effectivement, on a parlé à des gens de toute sensibilité. Et je suis sûr qu'il y a des gens de toute sensibilité qui sont retrouvés dans notre positionnement. Vous voyez, il y a des rassemblements possibles. Ça, on en est convaincu. Ça peut être un axe. Parce qu'en France, ça compte, les collectivités. Hein. Et c'est la proximité avec la population. Tout le monde habite une commune, qu'elle soit de 100 habitants ou de 100 000. Ça a du sens. Donc, un élu local qui mènerait ce combat, ça peut être un sacré levier. Vous avez raison. Est-ce qu'il ne peut pas éventuellement même faire des économies en mettant la pression comme ça, Si, à bien son sûr. niveau? Bien sûr. Et ça, je pense que ce sera même profitable pour tout le monde. Oui. D'autres questions? La question à laquelle on n'a pas répondu? Les élus, les maires de France, Monaco, on en a parlé, États-Unis. Qu'est-ce qu'on a oublié quelque chose peut-être? Je sais plus. Nicole? Il y a encore des questions? Oui, oui. Allez-y. Hein. Alors moi, je voulais poser une question qui concerne l'investissement, parce que depuis 4 ou 5 jours, on parle de scandale de fraude fiscale, que ce soit en Angleterre, puisque même la reine serait éventuellement compromise dans un scandale. Elle n'est pas seule, d'ailleurs, dans les souverains en Europe concernés par ce sujet. Et donc, c'est un sujet porteur à l'heure actuelle, si on peut dire, s'exprimer ainsi. Et j'ai vu que plusieurs journalistes, qui sont apparemment des économistes distingués, ce que je ne suis pas, mais qui ne voient pas du tout la vie économique comme moi je dois dire, ils disaient que la fraude fiscale, c'était assez bénéfique parce qu'au total, on en profitait tous, parce qu'il y avait un gros retour sur investissement. Mais sans donner aucune preuve, bien entendu. C'était des affirmations dites avec un grand sourire, avec beaucoup d'assurance dans le geste et dans la parole, mais sans chiffres, sans démonstration, sans rapport, sans rien du tout. C'était la première question. Et la deuxième chose, ce que je voudrais, c'est que finalement, on a fait l'Europe à l'envers. Parce que pas de socle social commun, pas de socle fiscal commun. Comment peut-on bâtir une unité politique, économique et sociale sans avoir au moins ce minimum? Oui, bravo pour votre exposé, votre engagement et les propositions que vous faites. Je voudrais vous poser la question suivante. Nous sommes obligés, salariés ou retraités, de donner à une banque nos engagements, c'est-à-dire recevoir notre salaire, recevoir nos pensions, etc. Donc il y a des millions de Français qui sont tributaires de déposer à une banque leurs revenus. Et vous nous faites la démonstration que la plupart des grandes banques françaises ont des paradis fiscaux. Je prendrai qu'une qui se réclame de la mutualité. Le Crédit Mutuel, 56% de ses acquis, c'est les paradis fiscaux. Bon, alors qu'ils jouent sur les assemblées permanentes, qui délèguent dans les quartiers les présidences aux citoyens, patati patata, ils sont dans les paradis fiscaux. Est-ce que dans les propositions qu'on peut faire pour s'engager, je ne parle pas évidemment demain d'une autre société où on nationaliserait les banques pour leur dire où vous rapatriez l'argent, où vous êtes nationalisé, on n'en est pas là, mais il y a en ce moment des mutuelles qui mettent des banques en ligne et qui ne sont pas dans les paradis fiscaux. Est-ce que, pas encore peut-être, mais est-ce qu'on ne peut pas s'engager sur ces genres de mutuelles avec des banques en ligne en disant, bien, transférez vos pensions et vos salaires sur ces banques-là qui ne sont pas dans les paradis fiscaux. Bien. Par rapport à... Il y a encore une question encore? Je vais répondre sur l'Europe et c'est sur ça. Oui, avec le général. D'abord, merci pour votre optimisme. Le travail que vous avez accompli, puisque j'ai eu l'occasion de lire les rapports, et je crois qu'effectivement, pour qui n'est pas originaire du monde de la finance, c'est un sacré investissement. Mais ma question est beaucoup plus vaste. Ce soir, on va sortir, on va être tous regonflés grâce à vous, grâce à votre optimisme. Demain matin, on va se réveiller. Mais ceux qui aujourd'hui font que le débat
est porté à son summum dans l'histoire française. Jamais sur la fiscalité, on a eu autant d'informations à la portée de tout le monde. Ceux-là même qui l'ont fait. Pour moi, il y a deux volets, mais je suis modeste, c'est pour ça que je vous soumets les deux volets qui ne sont pas pertinents. Soit on s'attaque aux personnes qui ont généré ce genre d'informations, soit on a déjà dans l'escarcelle de ceux qu'on attaque les solutions pour trouver des parades beaucoup plus efficaces que les problèmes que l'on a évoqués ce soir. Peut-être Eric répondra avec moi sur d'autres choses. Sur la question d'Europe, là d'abord. C'est évident que l'Europe, ça ne marchera jamais. Il lui fallu commencer par harmoniser fiscalement et socialement, dans la durée, bien entendu, pas du jour au lendemain, mais il y a eu du temps perdu, pour faire en sorte que cette Europe soit unie, solide et efficace. C'est clair. Or, ce n'est pas du tout l'intention des dirigeants de l'Europe, ce n'est pas du tout l'intention des grandes multinationales qui ont kidnappé les institutions européennes. Ils veulent que la concurrence se poursuive, les travailleurs détachés, etc. Je ne rentre pas dans le détail. L'Europe, elle a été mise en place par les Américains, elle a été mise en place c'était un marché commun. On a créé un marché commun. Voilà. Donc c'est ouvrir le marché autour de 500-600 millions d'habitants. Or, ce combat pour l'harmonisation fiscale comme l'harmonisation sociale reste un combat majeur si on veut que l'Europe tienne le choc dans le monde, et y compris pour répondre aux attentes de nos populations. Ensuite, sur la question des investissements, l'investissement, que ça peut aider l'investissement, c'est pas d'aujourd'hui, même du temps d'Helmut Schmidt, hein, c'est pour nourrir la politique de l'austérité, faire en sorte, on nous dit, les investissements d'aujourd'hui sont les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain, et tout ça, on nous chante ça depuis des 30 ans, donc c'est la même logique. En ce qui concerne les banques, effectivement, il faut qu'on s'en occupe, les banques. Hein. C'est trop, on est trop seul face aux banques. Cantonat est dans l'ancienneté que tout le monde retire ses comptes en banque. Mais il y a des choses à monter, à inventer, à réfléchir, en les adaptant pour que les banquiers sentent qu'on est présent quand même, qu'ils ne font pas n'importe quoi et ce qu'ils veulent. Je pense qu'on est un peu trop... un comportement religieux devant la banque. Hein, je parle de la masse des gens. Et je pense que de ce point de vue, ça mérite, moi j'ai pas de solution concrète, mais il y a des actions. Il y a des actions qui ont été menées, par exemple, par attaque, avec les chaises de la BNP, par exemple, les voleurs de chaises. Bon, il y a des choses à faire pour bien cibler que la banque a pris le pouvoir, la finance par la banque interposée a pris le pouvoir, et que ça devrait changer. Je pense qu'il y a des choses à inventer, mais j'ai pas de solution précise. Alors, merci de dire qu'on vous apporte de l'optimisme, parce que j'ai oublié de vous dire que jusqu'à la page 163, il faut prendre des Télestas, vous aurez le cordon. C'est seulement après que l'horizon se dégage. Ça, je préviens toujours tout le monde qu'il faudra passer à la pharmacie demain matin, parce que jusqu'à la page 163, la description est quand même un peu lourde. C'est que seulement après qu'on ouvre un horizon modestement, hein, parce que vous avez bien compris que c'est un sujet où il n'y a pas de réponse toute faite. Eric. Alors Eric, vous n'avez pas posé la question, mais il faut qu'il nous parle de la dette, qu'Odé Parker il va faire un travail sur la dette, puisque nous sommes tous endettés. Hein, et puis il va aussi vous parler de la Silicon Valley. Alors là, il faudra prendre 2 Télestas. Parce que, oui, vous allez voir. Oui, effectivement, j'ai eu la chance d'aller avec la Commission des finances du Sénat l'an dernier, au moment des Panama Papers, aux États-Unis. Ce n'était pas un voyage touristique, on était 6 sénateurs de la Commission des finances. Et l'objet du déplacement, c'était d'avoir une réflexion, un travail, une investigation sur la fiscalité du numérique. Les GAFA. Hein. Le monde d'aujourd'hui est déjà demain. Et donc on a fait tour de tous. On est allé voir Amazon, on est allé voir Google, Facebook, Apple, on les a tous vus. Ce monde merveilleux, la Silicon Valley. Et chez Uber, j'ai réussi à poser une question impertinente chez Uber, parce que moi, le sénateur communiste, j'étais un peu le bad guy de l'équipe, comme on dit en anglais, hein, celui qui allait poser les questions un peu casse-pieds. Donc j'étais chargé un peu de ça, mais j'en étais très content. Donc chez Uber, on rencontre le responsable financier de Uber, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, San Francisco,
Je dis, monsieur, est-ce que je peux me permettre de vous poser une question politiquement incorrecte? J'y mets les formes, parce que d'abord, on n'est pas des procureurs et on n'est pas en France. Donc, respect, diplomatie. Le gars, un peu interloqué, il dit, oui, je vous en prie, allez-y, posez votre question. Je dis, est-ce que le groupe Uber aurait, moi je mets le conditionnel, hein, de près ou de loin, un rapport avec les Bermudes? Le gars a hésité 5 secondes et il m'a répondu oui. Et on est passé à autre chose. Ça s'est passé comme ça. Voilà, on a de dire oui, et alors? Où est le problème? Oui, on gagne de l'argent, on transfère aux Pays-Bas, et ça part aux Bermudes parce qu'on ne paye pas d'impôts aux Bermudes. Hein, c'est le nouveau triangle des Bermudes, 21e siècle. Quoi. Hein. Comme disait Bernard Pivot ce matin, j'ai vu un tweet de Bernard Pivot, excellent Bernard Pivot, qui dit aux Bermudes maintenant, il n'y a plus de triangle, il n'y a que des ronds. Excellent Bernard Pivot, on le sait. Hein. On le savait, excellent. Je la replacerai ça. Dans le débat de finance au Sénat, je vais la replacer. Et je vais citer l'auteur. Voilà. Et donc après, on est allé chez Facebook. Alors, et ce n'est pas des entreprises, ce sont des campus à l'américaine. Hein. Tout est propre, tout est nickel. Vous croisez des gars, hein, c'est la Californie, il faisait déjà chaud au mois d'avril, en short, chemise bariolée, avec un iPad sous le bras, des gens qui ont des tronches comme ça, qui gagnent 300 000 à 400 000 par an. Alors, ils gagnent tellement d'argent dans la Silicon Valley qu'à San Francisco, c'est la ville américaine où il y a plus de 100 logis. Parce que le prix du logement, comme c'est l'offre et la demande, c'est le marché, donc il faut gagner des sous pour avoir un logement. S'il n'y a pas de sous, il dort dans la rue. À San Francisco, il y a un tas de 100 logis. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc on rentre dans cette magnifique maison Facebook, accompagné d'une hôtesse, très accueillante, mais qui veille au grain, gentiment. Elle n'a pas un bateau, mais quand on aborde les sujets financiers, bon, écoutez, on doit y aller, on est attendu dans la pièce à côté. Je vous jure que c'était comme ça, une espèce de pression amicale. On n'a pas trop pu aborder les sujets financiers. Et donc, je rentre dans une pièce un peu comme celle-ci. Il y avait la map monde où apparaissaient en temps réel les connexions des usagers, enfin des clients de Facebook. 1,6 milliard d'abonnés Facebook dans le monde en avril 2016. Ils ont atteint le chiffre de 2 milliards. Là. Objectif, toute l'humanité connectée le plus vite possible. Vous verrez pourquoi après. Alors, je rentre dans ce truc, il y a la map monde, et puis on voit donc les lignes qui marque les connexions. Il y avait 1,60 milliard de gens connectés au moment où je passe devant cette map monde, de 5 mètres de diamètre. C'est assez impressionnant. Là, vous prenez conscience de la puissance de ces trucs. C'est sympathique, Facebook. Moi, j'ai un compte Facebook. Sans doute, beaucoup d'entre vous en ont un. On y met ce qu'on veut. Hein. On raconte sa vie, ses recettes de cuisine, etc. On peut aussi raconter ses convictions politiques, etc. On utilise ça comme on veut. Mais c'est de la matière, ça. Et Facebook transforme ça en espèces sonnantes et trébuchantes. Vous envoie des pubs. Hein, c'est le deuxième opérateur publicitaire du monde, Facebook. Voilà. Donc, il gagne beaucoup d'argent et il ne paye pas beaucoup d'impôts. Voilà. Et alors, la vision des GAFA, on les appelle comme ça, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon, et on ajoute Microsoft, ça fait les GAFAM. Ils ont une autre vision que nous du monde. Les États, les impôts. Nous, on va gérer le monde, vous allez voir, autrement que vous, là. On a un président aujourd'hui qui veut que la France devienne une start-up nation. C'est la même philosophie. Hein. Vous savez, les élus, de toute façon, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Il n'y a qu'un système. Vous savez, ils ont essayé ailleurs, ça n'a pas marché. Vous voyez bien que ça ne marche pas. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de 36 solutions. Il faut une bonne gestion, il faut du pragmatisme. Voilà. Alors eux, ils veulent gérer le monde. Ils voient le monde avec une centaine de multinationales, dont eux, et 7 milliards d'humains en face. Et entre deux, rien. Pas de syndicats, pas d'église, pas d'association, pas d'État, et donc pas d'impôts. Hein. Je ne peux pas payer des impôts à un État qui sert à rien, qui ment, qui triche, qui fait du harcèlement sexuel, qui tripatouille, qui ouvre des comptes, et bref, voilà. On rejette la politique à dessein aujourd'hui, parce qu'ils veulent, eux, gérer le monde en direct. C'est ça. Et alors, à mon retour de ce séjour, j'ai entendu parler à la radio d'un bouquin que je vous recommande de lire, après le nôtre. Prenez aussi des Tempesta. 2. L'homme nu, Marc Duguin et Christophe Labbé. L'homme nu, le titre n'est pas très évocateur, mais le sous-titre c'est « La dictature invisible du numérique ». Alors c'est séduisant, hein, c'est ludique, c'est merveilleux, c'est un outil de communication formidable, mais ça peut se transformer en la pire des choses. Et Marc Duguin, dans le bouquin, il explique que les GAFA, c'est plus puissant que la Stasi de l'ex-RDA. La Stasi, c'était 500 000 fonctionnaires, 200 000 indicateurs, etc., sur un peuple de 10 millions d'habitants de l'ex-RDA.
et on renseignait le gouvernement sur les gens un peu dangereux, suspects, subversifs. Ben, eux, ils savent tout. Ils détiennent 80% des informations sur l'ensemble de l'humanité. C'est pour ça qu'il faut que l'homme et la femme soient connectés. On veut gérer l'homme en direct, des individus, c'est l'essence même du libéralisme. C'est le néolibéralisme, ça, ce qu'on est en train de vivre. Et je pense que Macron, il incarne ça exactement. Et je suis retombé sur un article de Pierre Bourdieu, 1998, Le Monde diplomatique. L'essence du néolibéralisme. Qu'est-ce que le néolibéralisme? Un programme de destruction des structures collectives capable de faire obstacle à la logique du marché pur. Ben, je crois qu'on est arrivé là. Les États, les partis politiques, les syndicats, les associations, les communes, les collectivités, laissez la place au marché. Le marché pur. Et alors je suis tombé sur un autre bouquin, Natacha Polony. Ça nous a scotché parce qu'on a plutôt d'elle une image libérale. Ben, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Ou elle a changé ou on l'a mal jugée. Elle a écrit ce bouquin avec le comité Orwell. Je vous lis une phrase. David Rockefeller, hein, on connaît ça, résume en quelques mots le projet porté par ces élites intellectuelles. Celui de remplacer les gouvernements. Ce qu'il avouera dans Newsweek, un hebdomadaire américain, en 1999. Quelque chose doit remplacer les gouvernements et le pouvoir privé me semble l'identité adéquate pour le faire. Ce pouvoir privé, c'est celui des marchés, dont la matière première est l'argent, le capital. Et ben, si ça, c'est pas de la politique, c'est du Macron. D'accord? Donc voilà ce que je voulais dire là-dessus. Alors après, un mot sur la dette. Parce que on entend parler de la dette là, depuis des décennies. Et ça donne le bourdon. Hein. On a l'impression qu'on est foutu. Parce que cette dette, la France est endettée. Alors, on a écrit ce bouquin avec Alain, et on est souvent dans les librairies voisins d'étagère de M. François Langlais. À chaque fois, ça fait le même effet, c'est drôle. Parce qu'il parle régulièrement sur le service public de JT de France 2 pour dire qu'il n'y a plus de sous, on est endetté, c'est la fin du monde. Et il explique que, avec d'autres, hein, les 10-12 économistes indépendants, experts en tout, qui vous expliquent qu'il n'y a plus de sous, que le bébé qui est né aujourd'hui, il est endetté à 31 000 €. Il n'en sait rien, hein. Il ou elle. Parce qu'il n'a pas sali sa première couche, que déjà il a une dette sur le dos, le malheureux ou la malheureuse. À cause de qui? Ben à cause de ses parents, de ses grands-parents, peut-être des arrière-grands-parents qui ont voulu les congés payés, hein, la 5e semaine, les 35 heures, la sécu, les vacances, l'accès à l'hôpital, à l'éducation gratuite. Non mais attendez, il n'y a plus d'argent, messieurs, dames. Il n'y a plus d'argent, il faut d'abord qu'on paye nos dettes. Et les bébés sont endettés à cause de vous. 31 000 €. Alors nous, même Alain Bocquet, qui est en Dos Krasuki, il y a une division qui sait faire. 80 milliards d'évasion fiscale chaque année. En France, il y a 800 000 naissances par an, à peu près. Faites la division, le bébé qui est né aujourd'hui, à Nice, il a 100 000 € de crédit. Et donc il a un relevé de compte sans le qualiteur de 69 000 €. Chaque année. D'accord? Donc il va pouvoir payer sa crèche, ses couches, son école, ses vaccins, blablabla. Bla, bla, bla. Il va pouvoir vivre dans un monde civilisé. Donc voilà, si on expliquait ça aux gens de temps en temps, mais là non, c'est pas ça qu'on nous dit. La dette, là on prépare le budget 2018, qui va ressembler comme 2 gouttes d'eau au budget de 2017. Alors j'ai les chiffres de 2017, et je pourrais sortir ceux. La France a une dette de 2100 milliards. Voilà. C'est équivalent au PIB de la France chaque année. Hein, d'abord, il faut le dire. Donc on n'est pas en train d'endetter nos 20 générations à venir. Non, non, c'est pas vrai. Les dettes, on en viendrait à bout. Elle a une maturité, comme on dit, de 7 ans et demi. Voilà la vérité. Mais, dans le budget de la France, donc on a 300 milliards d'euros de recettes. La moitié, c'est la TVA, que tout le monde paye. L'impôt sur le revenu, 70-71 milliards. L'impôt société qui, curieusement, diminue. Un peu de produits pétroliers, machin. Ça fait 300 milliards de recettes. Et on a 370 en dépenses. Donc on a un déficit, chaque année. Et il faut aller se financer sur les marchés financiers. Depuis 1973. La loi du 3 janvier 1973, hein, à l'époque Pompidou président, Giscard ministre des Finances, Pompidou ex-Rothschild. Alors, c'est pas, voilà, ils ont décidé, les dirigeants du monde à l'époque, c'est fini, il faut que la France ne soit plus financée par la Banque de France, parce qu'avant c'est la Banque de France qui finançait l'État français. C'était la planche à billets, on disait ça génère de l'inflation, c'est pas bon. C'est pas bon pour la rentabilité du capital. De leur point de vue, c'est sans doute vrai.
mais on était au moins souverain, quoi. Alors on a créé des banques indépendantes, etc. Et on a dit, maintenant les États se financeront sur les marchés financiers. Et donc chaque année, on vend de la dette française. C'est l'agence France Trésor, le jeudi, elle fait des adjudications. On vend de la dette comme on vend des poireaux ou des chaussettes, et on s'arrache la dette française. C'est une bonne dette, parce que la France ne va pas disparaître demain. Les 2000 milliards d'euros de PIB, on va les produire, hein. Même s'il faut bosser jusqu'à 72 ans, avoir 3 semaines de congé en moins, payer l'hôpital, etc., etc., la France est éternelle. Elle ne va pas disparaître demain. Donc, on ne gagne pas beaucoup, mais c'est un remboursement garanti. Et donc, dans le budget de la France, la première dépense, c'est encore les dépenses d'éducation, 50 milliards. Tant mieux, pourvu que ça dure. Et la deuxième dépense, vous savez ce que c'est? C'est la charge de la dette. Quelquefois, on appelle ça le service de la dette. Ça en dit long, hein? 44,5 milliards en 2016, 41,8 milliards en 2017, et je crois qu'on prévoit à peu près la même chose pour 2018. En intérêt, ce sont les intérêts de la dette, hein. C'est le service de la dette. On n'a pas remboursé le premier euro de capital. Et l'an dernier, la France a réemprunté 185 milliards d'euros, avec lesquels on a remboursé des emprunts antérieurs parce que les taux sont à la baisse, etc. Mais on a augmenté le stock de dette de la France. Et en 2018, on va rembourser encore une quarantaine de milliards d'euros d'intérêts, et on va réemprunter, c'est déjà prévu, 195 milliards d'euros. Et donc on se dit que ça ne va jamais s'arrêter. En fait, ce qui se passe, Guizot disait aux Français au XIXe siècle, enrichissez-vous, et aujourd'hui les marchés financiers disent aux États, endettez-vous, on vous suit, on vous suivra toujours, parce qu'ils sont garantis, eux ils ont une rente à vie, et nous, on est dans la dette et l'austérité pour l'éternité. Voilà ce qui se passe. Alors on nous amuse avec le débat budgétaire, mais c'est la dette, la dette, la dette. Bref, rien n'est possible. Alors imaginons qu'il n'y ait plus d'évasion fiscale, on va rêver un peu. Eh ben, il n'y a plus de déficit, ben, il n'y a plus de dette. Mais les marchés financiers vont se retrouver au chômage. C'est eux qui disent pourvu que ça dure, comme disait la mère de Napoléon. Pour vous que ça dure. Oui. Voilà, on est dans un truc de fou là. Donc cette dette, alors j'ai envie dans ce mandat qui débute là, et c'est culpabilisant. Effectivement, il a raison. J'ai découvert qu'en allemand, il y a un mot qui est le même mot pour traduire dette et faute au sens moral. Et la dette en allemand, c'est Schulden. Et Schuld, c'est la faute. Quand on présente des excuses en allemand, on dit Entschuldigung. Excusez-moi. Vous êtes coupable d'être endetté. Il faut payer sa dette, monsieur Tsipras, en Grèce. La démocratie, oui, vous voulez plus d'austérité, mais il faut payer votre dette. Si vous ne payez pas votre dette, on ferme le robinet, monsieur Tsipras, et vous ne pourrez plus payer vos fonctionnaires, etc. On a humilié la Grèce, là. Ils ne vont jamais venir à bout de leur dette, et nous, on ne viendra jamais au bout de notre dette, hein, je vous le dis. Hein. Si on ne casse pas ce cycle infernal, le débat budgétaire, ça ne sert à rien. Puisque les marchés financiers ont dit voilà ce qu'il faut faire, puisque la BCE, puisque la Cour des comptes, les agences de notation qui ont disparu bizarrement du paysage, hein, vous vous souvenez? En 2007, on ne jurait que par elles n'ont rien vu arriver de la crise, aujourd'hui elles se font très discrètes. Mais c'est ces gens-là qui nous disent réduisez la dépense publique, engagez les réformes structurelles, ça c'est le mot à la mode, que Macron et Hollande ont repris, les réformes structurelles, services publics, fonctionnaires, l'hôpital, l'école, voilà. C'est ça la réforme structurelle, c'est laisser la place au marché. Ils ont l'art d'habiller les choses de jolis mots, mais en fait c'est ça, c'est laisser la place au marché, là c'est le néolibéralisme. Thatcher, Reagan ont été les meilleurs élèves du néolibéralisme dans les années 80. Et d'ailleurs, le surnom de Thatcher, vous vous souvenez, dans les années 70-80, on l'appelait Tina. Tina, parce qu'en anglais, elle répétait sans arrêt à son peuple, il n'y a pas d'alternative. There is no alternative. T-I-N-A. Et c'est devenu son surnom, c'est pour ça qu'on l'appelait Tina. Et elle répétait sans arrêt, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Elle a cassé les mineurs, elle a cassé les services publics, elle a privatisé les ports, les trains, les chemins de fer. Elle a laissé la place au marché. D'ailleurs, le capital reconnaissant lui a érigé une statue dans les couloirs du Parlement britannique à Westminster de son vivant. C'est la seule à qui c'est arrivé. Il y a Gladstone, il y a Disraeli, il y a Churchill, il y a Thatcher. Mais elle a eu sa statue de son vivant. Voilà. Bien. Eh bien, peut-être parce que je crois qu'on doit atterrir. On doit atterrir là, non? Parce que j'ai deux citations, enfin, moi je terminerai par ça, qu'on aurait dû prendre en compte il y a bien longtemps.
mais j'attire l'attention, il y a eu un très bon... Je lis la vie catholique. Je suis athée, mais je lis la vie catholique. Bon, mais il y a un très bon éditorialiste qui s'appelle Jean-Claude Guilbault qui fait un article cette semaine, quand l'inégalité devient un projet. Dans les rhétoriques dominantes, ce retour de l'inégalité est présenté comme une bavure, certes fâcheuse, mais circonstancielle et discutable. On préfère d'ailleurs user d'un pluriel rassurant, les inégalités plutôt que l'inégalité. On se persuade ainsi que ces dernières sont le prix à payer pour l'immense mutation économique dont nous serons tous demain bénéficiaires. Demain, point d'interrogation. On raisonne encore comme si les économistes sérieux croyaient ce qu'on appelle l'efficience du marché. La plupart de ces rhétoriques pro-marché tournent en réalité autour du pot, mais se gardent d'en soulever le couvercle. Elles font donc silence sur l'essentiel. Ce retour de l'inégalité n'est ni une bavure, ni un inconvénient. C'est devenu un projet. 3 fois hélas. C'est-à-dire que ce n'est pas les conséquences. Ils ont inscrit dans leur logique néolibérale, y compris les inégalités, comme un outil, en même titre que les chômeurs, etc., pour la nouvelle logique précarisation, etc., ubérisation, etc. Il faut l'avoir en tête. Maintenant, j'ai 2 citations sur la finance que je vous conseille de retenir. Une de Henry Ford, qui fut ce constructeur automobile au début du XXe siècle, qui a d'ailleurs un peu fricoté avec les nazis. Voilà ce qu'il disait de la finance. C'est une assez bonne chose que le peuple de la nation ne comprenne rien au système bancaire et monétaire, virgule. Car s'il était conscient de comment les choses fonctionnent, virgule, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin, fin de citation. Clairvoyant. Et maintenant, une dernière citation, et puis j'en terminerai là, de Sir Josiah Stamp. Il date de 1920. Sir Josiah Stamp fut à cette époque directeur de la Banque d'Angleterre et il était la 2e fortune du pays à l'époque. Que disait-il en 1920? Le système bancaire moderne fabrique de l'argent à partir de rien. Point. Ce processus est peut-être le tour de dextérité le plus étonnant qui fut jamais inventé. Les banquiers possèdent la terre. Il prend l'hypothèse que les banquiers possèdent la terre. Prenez la leur, la terre, mais laissez-leur le pouvoir de créer l'argent et en un tour de main, ils créeront assez d'argent pour la racheter. Et il ajoute, il était lucide, ôtez-leur ce pouvoir et toutes les grandes fortunes comme la mienne disparaîtront et ce serait bénéfique car nous aurions alors un monde meilleur et plus heureux. Fin de citation. Nous remercions donc le deux conférenciers de cette conférence aujourd'hui qui était très très intéressante et très d'actualité. Donc je vous rappelle les prochaines conférences. D'autre part, vous savez, nous avons aucune aide financière. On n'a pas de